Bonjour et bienvenue dans Contact, où nous partons à la rencontre et à travers l'espace et le temps de personnalités qui analysent et qui font la science-fiction d'aujourd'hui et d'hier. Pour ce 3e numéro, j'ai pris contact avec Pierre Salard, journaliste entre autres pour le Geek Magazine et d'autres revues comptant l'imaginaire. En décembre 2018, il crée le compte Twitter Spaceship Porn, désormais renommé The Spaceshipper, où il partage secrets de fabrication et images magnifiques de ces engins qui traversent les étoiles. Un compte anglophone qui a su embarquer de nombreuses personnes, avec plus de 25 000 voyageurs, et qui souhaite encore grandir avec de nouveaux projets dont nous parlerons plus tard. Me reçois-tu, Pierre ? Oui, bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourquoi tu as créé un compte Twitter sur les vaisseaux et engins spéciaux dans la fiction ? Eh bien, c'est simple, j'en avais marre d'en parler dans mon coin sur mon compte Twitter personnel. Alors, je me suis dit, comme il y avait quelques personnes qui suivaient, je me suis dit autant faire un truc spécialisé, un compte dédié, plutôt que mélanger ça à tous les autres trucs qu'on raconte sur Twitter habituellement. Et en même temps, en fait, moi, ça fait un moment que je travaillais sur un projet de bouquin sur la fiction spatiale. Donc, je m'étais dit autant lier les deux idées. Mais l'idée n'était pas du tout de faire quelque chose qui fonctionne, c'était pour me faire plaisir, pour m'accompagner dans ma solitude d'écriture. Un petit kiff personnel, quoi. Voilà, et moi mon but, je m'étais dit, ça serait bien d'avoir à terme 500 personnes au bout de 6 mois, puis voilà, quoi, ça serait sympathique, quoi. C'était plus pour me motiver, on va dire, et puis pour partager cette passion juste dans un coin de Twitter. Et puis finalement, ça a vite décollé et ça m'a pris pas mal de temps ces 2 dernières années, quoi. Et pourquoi tu as choisi du coup de faire ça en anglais sur tes tweets ? Au tout début, tout début, c'était en français en fait. Il y avait strictement personne qui venait, qui commentait, qui likait. Il y avait personne. Donc les 2 premières semaines 2018 en fait, ça a fini en français. Et au retour de vacances de Noël 2018, j'ai commencé à écrire en anglais. Et là, tout de suite, il y a 1, 2, 3, 10 personnes. Et au bout d'un mois et demi, il y avait 2500 personnes, quoi. Donc, en fait, ça permet de capter l'attention de quelques passionnés qui en ont parlé sur notamment IO9, le site américain. Et ça a attiré tout de suite beaucoup plus de gens. Donc, j'ai arrêté vite le français puisque, forcément, je pense que la communauté francophone est beaucoup plus petite. Alors que maintenant, dans mes followers, j'ai plus de la moitié d'Américains. Je pense que c'est 75% des anglophones et puis beaucoup de gens qui parlent genre espagnol. Le français, finalement, ça doit être 10% à tout casser, quoi. Et pourquoi ce nom, du coup ? Au début, c'était Spaceship Porn parce que c'était juste pour rigoler. Parce qu'on disait souvent une passion puis porn, et puis voilà, c'était pour rigoler, mais j'avais pas du tout prévu que ça fonctionne. Donc j'ai très vite eu envie de changer de nom parce que ça correspondait pas trop à l'idée, c'était plus une blague qu'autre chose. Donc j'ai fini par me caler sur The Spaceshipper, mais comme finalement c'était connu quand même, c'est devenu connu dans ce petit milieu sous le nom de Spaceship Porn, j'ai quand même gardé pour un second compte qui est dédié là exclusivement pour partager soit des screenshots de vaisseaux spatiaux, soit des artworks, des illustrations faites par des artistes, mais sans lien avec les licences. Alors que The Spaceshipper, c'est vraiment consacré aux licences, les actualités, et puis les maquettes, comment ils font les films, etc., quoi. Bon, on parlera de toute façon de tes prochains projets vers la fin de l'émission. C'est quoi, toi, le vaisseau du coup qui t'a marqué, ou peut-être l'œuvre de SF, et voilà, le vaisseau spatial qui t'a vraiment marqué quand t'étais petit, adolescent, c'est quoi qui t'a marqué le plus? Alors, qui t'a influencé? L'œuvre de SF, ça reste mon film préféré à l'heure actuelle, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai vu assez jeune, peut-être même trop jeune pour bien comprendre au début, mais ça c'est vraiment la fiction qui m'a vraiment marqué à jamais. Et niveau vaisseau, c'est compliqué, il y en a tellement de biens, mais je dirais que c'est comme beaucoup, je dirais que le Faucon Millennium, parce que c'était le vaisseau héros de la trilogie Star Wars. Vous voulez tous être Han Solo en fait, un peu. Moi j'étais plutôt Luke, j'avoue. mais
Mais non, le vaisseau en lui-même, c'est un vaisseau de héros, quoi, un hero ship. Donc c'est là où il se passait des choses. Le vaisseau de Luke, le X-Wing de Luke, il était plus un vaisseau parmi d'autres, De combat. sans véritable identité, on va dire. Alors que le Faucon Millennium, tu habites dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup les hero ships dans la fiction, c'est que c'est à la fois un personnage, un lieu de l'action qui te suit. Donc je dirais le Faucon, c'est pas très original, mais c'est vrai que si je remonte à petit, je pense au Faucon, je pense à l'Odysseus de Ulysse 31, l'USS Enterprise. Pas du tout déprimant d'ailleurs ce Ulysse, c'était assez dur, enfin je sais pas, c'était la voix en fait, moi elle me faisait triper la voix enfin la voix qui résumait un peu l'action et Ouais. tout, et même la voix du vaisseau quoi, c'était genre un peu spé quoi pour des enfants je trouve. Ouais, je sais pas, moi ça m'a. En même temps, à l'époque, c'était plus. Il y avait comme ce genre de fiction un peu comme. C'était quoi, les Mondes Engloutis, Goldorak et tout, c'était un peu de la fiction un peu peut-être plus dure qu'on avait. Pas plus dure, mais plus mature, hein, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, plus mature, c'est dur de comparer, et puis peut-être qu'on avait accès à des choses qui étaient pas. Enfin, moi j'étais un peu petit peut-être pour voir ça, je sais pas, mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Puis après, il y avait quoi? Il y avait. Les aigles, les Eagles de Cosmos 1999, Ouais. qui ont une vraie personnalité aussi, je trouve. Puis l'USS Enterprise, forcément, même si Star Trek, ça a mis plus de temps à arriver en France, donc moi j'ai découvert ça avec The Next Generation dans les années 90. Ouais, à l'époque, ouais, non mais le Faucon, quoi, forcément Star Wars, je pense que... Ouais. Et 2001, du coup, quand t'étais petit, qu'est-ce que tu comprenais de la séquence un peu psychédélique et de la fin? Tu devais genre un peu bugger quand même, non? Eh bien, j'aimerais bien m'en rappeler, j'aimerais bien me parler là, je devais avoir 8-9 ans à l'époque. J'aimerais bien en parler avec moi-même pour savoir. J'ai des souvenirs d'avoir un peu peur justement de qu'est-ce que Ouais. c'était que ces trucs mystérieux, pourquoi il devenait un vieux et un bébé. C'était. Mais je Ça, c'est pense angoissant, hein, là, c'est- cette fin. c'était angoissant mais fascinant à la fois. Moi, c'est ce qui m'a un peu lancé dans la science-fiction et à la lecture des livres de science-fiction, puis à Asimov et tout ça après. C'était ce mystère, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui transcendait un peu les limites de l'humanité, qui était vraiment fascinant. Et puis moi rapidement après, ce qui m'a fasciné, c'est le fait que le film était déjà vieux à l'époque, quoi. Il avait déjà 20 et quelques, au moment où j'ai découvert, alors qu'il faisait un film venu du futur, quoi. Euh, Ça m'a jamais dérangé, j'ai beaucoup, moi, à chaque fois que j'en parle sur Twitter, il y a la moitié des personnes qui adorent et l'autre moitié qui trouvent ça super lent et chiant, quoi, en gros. Ouais, c'est pour ça que je te demande en tant qu'enfant, parce que moi j'ai dû le voir aussi. Moi j'ai dû le voir adolescent, mais déjà quand tu vois qu'il y a des adultes qui s'endorment devant le film, alors je me demande comment enfant t'as pu Je sais pas, moi ça m'a pas du tout dérangé, mais en même temps ça m'est resté puisque les films lents ne me dérangent pas du tout. Il y a souvent ce débat justement sur la lenteur des choses et c'est pas un truc qui me dérange, au contraire. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs qui vont un peu trop vite en ce moment. Donc sans avoir besoin d'aller jusqu'à la lenteur de 2001 qui est un style à part entière, on va dire. Mais non, je sais pas, ça me fascinait. Le film, peut-être que justement, comme c'était très mystérieux dès le début, il y avait ce côté, cette lenteur qui en rajoutait, quoi, puisqu'il fallait mettre du temps avant de comprendre ce qui se passe, tout se jouer dans les détails. Non, c'était fascinant. Et de le voir au cinéma, moi j'ai pu le voir après sur Paris, je sais pas, genre 15 ans après, au début des années 2000, le voir sur grand écran, là c'était, waouh, quelle expérience. Je l'ai vu aussi il y a un an, je crois, au cinéma, c'est assez fou quoi. Ah, C'était la version un peu remasterisée d'ailleurs, ouais. qui était sortie, je crois, pour un festival de Cannes, je crois. Il y avait eu une remasterisation. Voilà, enfin, classique quoi, il nettoie un peu la bobine et tout, et c'était assez ouf quoi. Ah, on dirait, enfin, quand tu dis ce film, il date de 1968. Les effets spéciaux étaient incroyables. Moi, je fais régulièrement des tweets de films de la même époque. Ça fait mal. C'est pas la comparaison, ouais, fait vraiment mal. Après, il n'y a pas l'énergie, et de toute façon, ça collait pas avec le style du film. Il n'y a pas l'énergie des plans d'un Star Wars, mais il y avait au niveau de la conception des maquettes et de la façon dont elles sont filmées, etc. Ça reste hyper réaliste maintenant. Enfin, il y a
la façon dont ça a été tourné, etc., ça reste moderne. C'est ça qui est assez fascinant, quoi. Grâce à Douglas Trumbull, Ouais. maître des effets spéciaux. Le maître. Qui avait fait après d'ailleurs Silent Running. Ouais. Lui aussi. Et ça aussi, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais petit. Hein. Silent Running, à la même époque, je pense à peut-être un peu plus vieux, genre plutôt vers 10-12 ans. Ça m'a marqué, mais moins par le côté spatial, vaisseau, robot, etc. C'est plus par rapport au message délivré sur l'environnement. Moi, je crois que c'est ma première expérience, on va dire, au sujet de la finitude de la Terre, de l'environnement et de la disparition des espèces. Et pour moi, c'est un peu le premier pas vers justement la compréhension de ce qui se passe et qui est maintenant devenu un vrai sujet, mais qui pendant longtemps ne l'a pas été quand j'étais petit, quoi. Pas spécialement en tout cas. Et ça m'a vraiment marqué ce film Silent Running par Douglas Trumbull. Et en parlant de film lent, ça me faisait penser à Ad Astra, je sais pas si tu l'as vu. Le récent Ad Astra, ouais, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Et t'avais bien aimé du coup? Enfin, moi je trouvais que ça avait un peu ce rythme un peu, un peu lancinant. Il est très lancinant et il a été très détesté par mes followers. L'immense majorité, moi je l'ai vu sur le tard, je l'ai vu il y a pas si longtemps, il y a quelques mois seulement. Mais comme on me l'avait hyper descendu avant, tout le monde m'a dit c'est de la merde, en fait moi j'ai pas trouvé ça de la merde, mais j'ai pas vu ça comme un film spatial non plus. Donc, moi j'ai adoré. Moi je trouvais vraiment très intéressant et tout ce que ça raconte et tout. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi être dans une certaine situation dans sa vie. Je sais pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui attendaient peut-être que ce soit un film d'action ou. Ça a été vendu comme ça, la bande-annonce. C'était la bataille dans la lune. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que ça dure 5 minutes dans le film. Alors les gens se sont dit super, ça va être genre de l'action dans l'espace, comme tu dis. Et finalement, c'est quand même plus un mec qui déprime dans un vaisseau spatial. Mais j'aime bien toute la relation avec le père et tout. Je trouve super intéressant. Génial, et c'est aussi, les gens attendaient quelque chose et le film on apporte toute autre chose, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça assez fascinant comme film. Il y avait un super magazine qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, la 7ème. Il y a un numéro spécial sur ce film d'un magazine français. Je crois que c'est la 7ème obsession. Qui a vraiment un super numéro qui parlait justement de ce film. Et non, vraiment c'était une bonne surprise, quoi. Mais en même temps, mon public forcément de followers, il y a un peu de tout, quoi. Dont des gens qui n'aiment pas trop les films philosophiques ou qui ont des messages spéciaux à délivrer, quoi, comme ce film qui. Ils veulent du vaisseau spatial à foison. Du vaisseau spatial pour du vaisseau spatial. Ce qui est moi, mon compte il est sur ça, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. C'est j'aime en parler, etc., ou en montrer, etc., mais je cherche plus que ça dans le cinéma je partage souvent un truc sur Ad Astra, mais les réactions sont mauvaises. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de concept art super intéressants, notamment qu'ils avaient au début, ils voulaient faire un vrai ascenseur spatial au début du film. Là, c'était pas une antenne, mais un superbe ascenseur spatial. Comme chez Clark un peu. Voilà, exactement. Et tout de suite, les gens ils viennent pour dire c'est de la merde. Bon. Ils sont sans pitié sur Twitter, les gens. Il y a encore Ad Astra, c'est pas le pire. Ouais. On parlera pas de Star Trek et Star Wars. De Star Wars 9, voilà. Le mot est lâché. C'est pas Star Wars 9, c'est Star Wars tout court. Hein. Je mets un truc sur Star Wars, il y a toujours quelqu'un pour aller, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ce que tu disais, je crois que j'avais vu que t'en avais marre que dès que tu postes un truc sur Star Wars 8, les gens... comme si t'avais créé le film. 8, 9, non, ça dépend. Hein. 8, ça a été pendant un moment. Après, il y en a un peu moins maintenant parce que je pense que les gens, au bout de 3 ans, ils passent à autre chose, quand même. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai que des fois, de poster un truc sur comment ils ont fait un effet spécial de Star Wars 4, donc de 1977, et que les mecs ils viennent râler en disant Disney. Disney a tout gâché. Disney a ruiné mon enfance et je sais pas, c'est un programme de progressiste, je sais pas quoi. Enfin moi ça me saoule. Je suis pas là pour ça. Donc surtout quand c'est un film qui a aucun rapport, quoi. Et à un moment je me suis réfréné de montrer des choses sur les films les plus récents, alors que leur conception est super intéressante. Même moi Star Wars 9 perso, j'ai pas du tout accroché, mais j'en parle régulièrement, même de manière
bienveillante parce que tout le travail de production, De ULM et tout est pas mal, hein. d'illustration, oui, les effets spéciaux, tout, mis à part moi perso, ce que j'ai pas aimé, c'est tout ce qui a trait au montage et au script, mais le Mm. reste, je trouve ça super intéressant. Donc moi, plusieurs fois, j'ai dit, voilà, c'est pour on peut parler de ces vaisseaux, par exemple, au hasard. Hein. Ouais. Vu le thème, sans passer notre temps à dire c'est de la merde, c'est de la merde. Et des fois, il y a que Oui. ça. Quoi. Moi, bon, c'est les gens, quoi. Je vais pas non plus. Pour l'instant, malgré le nombre de followers relativement conséquent, l'ambiance en général est bonne. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. Mais avec les élections, il y a eu moins eu, j'ai l'impression, ça. C'est paradoxal. Non, c'est vrai. Je pense qu'ils Ils sont étaient occupés à ouais, d'autres ils se prennent choses. trop la tête sur d'autres choses pour pour prendre la tête sur des trucs fictifs, peut-être. Pour l'instant, t'es tranquille. J'espère. Et du coup, si on revient, bon, bien avant Star Wars, si on revient à l'histoire, si on pense par exemple au vaisseau imaginé par Jules Verne ou H.G. Wells, c'était quand même assez rudimentaire. On se représentait une balle, une roquette, une fusée. Ouais, mais Co- co- comment ça a évolué tout ça en fait? C'est assez marrant. ah, moi je trouve ça intéressant, parce que finalement ça reflète simplement les connaissances scientifiques de l'époque, par des gens qui étaient déjà bien informés à l'époque donnée. Quand tu vois Jules Verne, c'est un gros canon géant qui envoie finalement pas tout à fait un boulet, puisque ça a la forme un petit peu, comment dire, une forme oblongue un petit peu Ouais. de Comme une balle quoi, un peu. ouais, c'était bah, le canon, donc logique, quoi, finalement, j'ai envie de dire. Et Ouais. même s'il y avait des scientifiques, des savants qui avaient déjà un peu commencé à parler des principes qui deviendront ceux de la fusée, pour moi, ça me paraît assez logique, finalement, comme système d'utiliser un canon, donc un système de propulsion extérieure pour lancer un engin. Ça se tenait. À l'époque, ils allaient pas râler parce que c'est pas réaliste, hein, etc., comme maintenant. Hein. Mais Je déteste le Jules Verne 8. c'est pas réaliste. Il a ruiné mon Il y a du enfance. son dans l'espace. Merde, c'est quoi ce bordel Non, non, Bah, mais attends, dans Jules Verne, attends, quand même, ils ouvrent une écoutille pour balancer un des chiens qui est mort d'ailleurs, hein. mais c'est génial. Ouais, c'est trop drôle. C'est bah, moi, je suis encore plus amoureux de la Terre à la Lune, mais par Méliès en 1902 ou 1904, je sais plus, 1904 je crois. 1102, Ouais, je crois. 1102. Alors, à chaque fois je me trompe entre les deux. C'est peut-être moi qui me trompe pas. C'est l'un des deux en tout cas, c'est sûr. Et moi j'adore ce film et j'adore toute l'imagerie, l'obus dans l'œil de la Lune. Enfin, c'est magique quoi. C'est un truc qui m'a toujours fait triper. Et ils sont en train de danser sur la Lune sans oxygène, mais on s'en fout quoi. Il y a un Il y a côté de la magique. neige, je crois. Il y a de la neige qui tombe. Ouais, et puis il y a un côté magique qui moi me dérange pas dans les films. C'est pour ça que je cherche pas du tout. Enfin, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans l'univers, mais je m'en fous s'il y a du son. Il y a souvent ces débats sous mes tweets sur ah mais ça devrait pas être comme ça. Mais après, il y a une logique dans les films quoi. Ouais, Malheureusement, il y a des films qui font leur promo et c'est pas forcément la volonté du cinéaste sur le côté plus ou moins réaliste de l'œuvre. ouais. Mais c'est même pas forcément la volonté du cinéaste, hein. Ça peut être la promo simplement. Mais je trouve que c'est un peu dommage de s'arrêter là pour ne pas aimer un film. Mais ouais, Jules Verne, moi, ça me faisait triper et c'est normal que ça correspondait un peu à la technologie de l'époque. Ce qui était intéressant, c'est de voir H.G. Wells. Pareil, c'était bah, à l'époque autant de la Terre à la Lune, ça remonte, je crois, au milieu du 19e. Autant celui de H.G. Wells, il me semble que ça remonte à 1900, 1901. Donc Je à crois que l'époque, c'est juste avant le passage au 20e. voilà, bah, donc c'est déjà plusieurs décennies plus tard. Et ce qui me fait marrer, c'est que là, carrément, c'était quoi la cavorite, je crois, ce métal qui annule la gravité. Ou ça fait longtemps, hein, ça fait 30 ans que je l'ai pas lu. T'as Mais, raison, c'est 1901, les premiers hommes dans la Lune. et, et oui, donc c'était juste avant. En plus, c'était marrant, c'est juste avant le court métrage enfin le film de Méliès, de Ouais. l'autre roman. Mais c'était moins réaliste la version Wells du Voyage sur la Lune là. C'était avec la Cavorite, si je me rappelle bien. Alors, Avec, je ne l'ai pas lu, donc je ah, ne moi sais j'ai pas. lu il y a 30 ans, mais je l'avais révisé justement pour mon projet d'histoire de la fiction spatiale. Ouais, c'était aussi il y a quelques années maintenant. Où c'était un métal, il me semble que ça s'appelle la cavorite, qui annule la gravité en gros, et il faisait une espèce de bulle de métal, de ce métal-là, en tout cas de ce truc qui permet d'aller. Donc c'était encore moins réaliste. Euh,
ce que je me souviens, et j'avais retrouvé le nom, c'est, tu vois la différence, à la même époque en fait, t'avais, comment il s'appelait? J'ai noté le nom, Konstantin Tsiolkovsky, c'était un russe, hein, je crois, hein. C'était un savant russe, qui, pareil, à la même époque de la parution du livre d'H.G. Wells et du film de Méliès, il a écrit ça faisait déjà longtemps que les savants ils travaillaient sur le concept des fusées, mais lui il a vraiment mis dans un essai, on va dire, en 1903 je crois, il avait mis le principe en fait d'une fusée, tu sais, avec des étages, etc. Et ça a vraiment été le moment où non seulement ça a influencé la vraie recherche spatiale et puis ce qui s'est passé dans la réalité, mais ça a aussi influencé les, euh, la fiction, quoi. Même s'il a fallu attendre les années 40-50 pour commencer à voir vraiment des fusées telles qu'on les connaît dans la Dans fiction. Flash Gordon, je me souviens plus, mais dans Flash Gordon, c'est une fusée, je crois. Bah, ça a mi-chemin fusée. Il y a effectivement un moteur, enfin un cierge magique dans la maquette, mais ça a effectivement la forme d'une fusée, mais ça décolle pas encore à la verticale, ça reste encore c'est un peu comme dans Imsel Blinket, le film danois là, le premier vrai film sur qui se passe dans l'espace, enfin le film, un premier film on va dire long métrage qui se passe dans l'espace, où ça reste encore des collages à l'horizontale, il y a des ailes et il y a des pales, tu sais, il y a des comme dans les vieux avions, etc. Je sais plus exactement quel film, mais c'est ouais, Flash Gordon, déjà tu sens que ça est en train de basculer vers un peu plus de réalisme, puisqu'il y a quand même ce côté fusée derrière les moteurs, quoi. Et puis ensuite, décollage à la verticale, je crois que c'est dans les 40, non, 40 c'était à la fin de la guerre. Tu sais, la femme la femme dans la lune, donc 1929 ou 27, je sais plus. Ouais, 29 je crois. 29, donc voilà, bah c'est vraiment le moment où... Ah oui, et c'est celui-là aussi où il a inventé le compte à rebours. Ouais, exactement. Voilà, et ce qui est encore plus ouf en anecdote, c'est que ça a été interdit par les Allemands parce que ça ressemblait trop à la fusée V2 qu'ils étaient en train de faire en fait. Donc le film a été interdit à partir de 1933. Ouais, bah, de toute façon, Fritz Lang, il était pas... Ah, quelle époque aussi. Ouais. C'était en même temps, quand tu vois les histoires, j'avais plongé, mais c'était il y a déjà plusieurs années, j'avais plongé sur l'histoire justement par rapport à la recherche allemande, et t'avais von Braun qui avait notamment développé les V2, et puis après il était passé chez les Américains, mais tu voyais aussi que ça avait influencé vachement ses travaux aussi, pareil comme Tsiolkovsky, ça avait influencé à l'époque la fiction, mais pas forcément encore super réaliste, parce qu'ils s'en foutaient finalement, et pendant longtemps la plupart des films c'était il n'y avait pas un objectif forcément de... Fritz Lang, c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce qu'il a précédé, il y avait déjà la théorie de la fusée qui a décollage vertical, mais il n'y avait pas le compte à rebours encore, il me semble. Enfin, il faudrait que je fasse des recherches, mais je comprends pas que le compte à rebours. J'avais fouillé un petit peu. Et non, mais dans la fiction, c'est sûr. Mais est-ce que déjà quelqu'un avait marqué, ça serait bien qu'on fasse un compte à rebours? Non, je crois que ça a été vraiment influencé par ça, quoi. C'est fascinant. Ils se sont dit, en fait, je crois que Fritz Lang dira que s'il comptait dans le film, normalement, en fait, on ne savait pas quand la fusée allait décoller, ce qui semble logique. Oui, logique. Donc il s'est dit, bon, je vais faire le compte à rebours, quoi. Donc pour arriver jusqu'à 0 et lancement de la fusée, quoi. Tout simplement, quoi. C'était une idée plutôt de mise en scène plutôt que de pratique, quoi. C'était vraiment une mise en scène pour que le spectateur sache que ça va bientôt décoller, quoi. Il y a une bonne mise en scène. Ouais. Qui marche toujours, hein. Cette nuit j'ai regardé le décollage de la dernière de SpaceX là. Et c'est toujours aussi fascinant, quoi. Le compte à rebours, c'est un grand moment de mise en scène, même si en plus ça sert vraiment, mais ça reste... Il y a toujours un petit côté flippant quand même. Oui, forcément. Franchement, ça reste moi ça me fait flipper quand même. Non, moi ça me fascine, et il y a un côté flippant qui reste derrière, mais il y a un côté optimiste, tu vois, tu dis non, ça
ça va Tout va bien aller, se il n'y a passer. pas de problème et tout. Même si, effectivement, moi aussi, j'ai été traumatisé par Columbia Challenger quand j'étais plus jeune. Ouais, non, je sais pas, je regarde tellement souvent aussi, même avec enfin, c'est vrai que des hommes dedans, c'est plus rare déjà, mais je sais pas, il y a un côté, bon, je me dis quelque part inconsciemment que ça va aller, il n'y a pas de problème. T'es trop ouais, confiant, quoi. Bon là, voilà, c'est un peu... En fait, c'est à partir de Star Wars 2001 qu'on voit vraiment des vrais vaisseaux spatiaux arriver. Euh, et du coup, ceux qui les imaginent, en fait, ils disent que voilà, c'est un moyen de transport sur le long terme. Et du coup, comment ils imaginent les lieux de vie des équipages? Parce qu'en fait, le vaisseau devient... tu parlais du Hero Ship tout à l'heure, mais le vaisseau devient voilà, le lieu de l'action, en fait. Ça reste, c'est pas juste une cabine avec voilà pour aller d'une distance à une autre. Bah, c'est vrai que ça dépend en fait du film. Bah, déjà, ça dépend ce qu'on appelle un vrai vaisseau spatial, parce qu'il y en avait déjà qui avaient une certaine identité, comme dans Planète Interdite, là, en 1956. Euh, Même si c'est une soucoupe volante, il y avait quand même ça pouvait être un vrai vaisseau spatial. Mm. Mais comment il l'imaginait, bah, ce que j'ai lu, c'est comme d'habitude, hein, comme quand tu fais un film, c'est-à-dire tu te sers des besoins de l'histoire pour créer tout ce qui est autour. Donc par exemple, à 2001, Discovery One, il fallait que ce soit un vaisseau de recherche et d'exploration. Donc ils ont essayé de faire un maximum avec des conseillers scientifiques euh, très connus, dont j'ai oublié le nom évidemment, qui les ont conseillés pour que ce soit un maximum réaliste. Star Wars, ils n'ont pas du tout essayé de faire réaliste, hein, ça tout le monde le sait, mais Star Wars, le Faucon Millennium, c'est assez fascinant justement de voir à quel point là c'était plus une question il fallait que ça suive l'histoire. Star Wars, c'est Flash Gordon, c'est un space opéra, on s'en fout du réalisme, mais euh, la différence entre 2001 et Star Wars, moi, elle me fascine toujours, quoi. Dans 2001, le vaisseau, limite, bon, tu pourrais pas construire le vrai copie du vaisseau, mais il y a quand même une logique derrière, les moteurs sont là, la cabine est là, etc. Et dans Star Wars, il fallait que ce soit, le design soit cool, quoi. Même si le Faucon Millennium, il avait sa propre histoire, puisque tu sais, il a pas du tout eu la même forme au départ. Ouais. C'était, c'était quoi, l'histoire du vaisseau pirate, là. Je sais pas si t'avais vu, j'avais fait un thread là-dessus. Non, pas du tout. Tu veux l'histoire du faucon? Allez. Il était une fois, en 1974. Non, t'as un dessin que j'avais posté sur mon compte, où tu vois George Lucas, en fait, en 1974, il avait donc on était au début de l'écriture de Star Wars. C'était les premières versions où c'était encore Luke Starkiller. Il y avait pas, c'était très différent du Star Wars qu'on connaît. Il y avait Anakin d'ailleurs. Voilà, il y avait, c'était vraiment différent du Star Wars qu'on connaît. Mais il avait déjà des designs en tête. Et tu vois notamment le X-wing, c'est déjà un X, etc. Et il y avait un dessin de vaisseau pirate qui était celui qui devait servir à aller, non pas qui devait aller. À l'époque, c'était quoi? Alderaan, c'était là, c'était des nuages. Enfin, c'était très différent. Et le vaisseau pirate, c'était franchement, c'était un vaisseau qu'on avait déjà vu dans la science-fiction. C'était pas une soucoupe volante, mais c'était un bâtiment tout en longueur. Et donc il avait fait ce dessin à Colin Cantwell, qui était le premier maquettiste, artiste à travailler sur les films, qui a été rejoint très très vite par Ralph McQuarrie et Joe Johnston. Ouais. Il avait fait les premières maquettes, les study modèles des maquettes de conception des vaisseaux, et dedans t'as le vaisseau pirate, et tu vois, il y a plusieurs versions où c'est un truc tout droit sorti de Cosmos 99 ou 2001 à la limite, quoi, que c'est des trucs très en longueur. Et ils étaient partis là-dessus, Joey Johnston et Ralph McQuarrie, ils avaient continué à peaufiner le design, à faire un joli vaisseau qu'on voit souvent dans les concept art qui tournent. Et puis ils ont commencé à construire la maquette, et là, elle était quasiment finie. Elle a englouti un tiers du budget des effets spéciaux du film. Et les spéciaux, c'est bien toute une histoire. Tu sais, ils avaient fini les spéciaux, enfin, ils les ont fait dans la ligne droite, quoi. Il y avait deux plans finis un an avant la sortie du film, c'était une catastrophe. Bref, ils avaient mis un tiers du budget dans ce vaisseau. Et là, George Lucas, il découvre Cosmos 99.
la série. Là, il voit justement les aigles dont je parlais tout à l'heure, là, le eagle, et il fait ah ben non, ça ressemble trop. Et c'est vrai que quand tu mets côte à côte, ça ressemble. Il y a quand même pas mal de points communs. Pur hasard, mais ça ressemble. Pur hasard, mais il y a quand même un vrai style assez proche, quoi. Ouais, pur hasard parce que tu vois les dessins, ça correspond. Enfin, le Cosmo 99, c'était quoi? C'était 74, 77. Donc les conceptions sont similaires, sauf que Star Wars a mis beaucoup plus de temps à se faire, quoi. Et donc là, il décide de changer de vaisseau. C'est pas possible que le vaisseau principal du film soit le même, un design similaire, quoi. Donc il demande à un autre. Et c'est là qu'il mange un burger. Non, ça c'est la rumeur. Alors ça, justement, je m'étais renseigné dessus cette année, enfin il y a quelques mois. Il y a une grosse légende urbaine là-dessus. En fait, George Lucas, en fait, c'est compliqué parce que le problème, c'est que George Lucas, il a répondu à plein d'interviews au fur et à mesure des années. Et puis, bah, comme tout le monde, avec le temps, il change de version, quoi. C'est comme Jodorowsky, c'est exactement pareil. C'est comme change de version. Moi, mais tellement, je fais beaucoup de recherches et d'interviews à travers le temps, je récolte beaucoup d'informations et souvent j'ai le même problème. Et quand j'interviewe des gens et je leur dis, bah, vous avez dit l'inverse il y a 30 ans, c'est toujours compliqué. Bref, lui, il a dit dans des interviews qu'effectivement, il avait, pendant un voyage en avion, il a eu l'idée de reprendre la forme d'un hamburger, voire même on dit, lui il l'a pas dit directement, mais ça c'est dans la légende urbaine en plus, on dit qu'il y avait une olive dessus et qu'il l'avait croqué et c'est pour ça qu'il avait cette forme un petit peu spéciale. Et lui le dit dans une interview effectivement, et je l'ai trouvé ça, il le dit lui-même, il a eu l'idée d'un hamburger. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il s'est fait dépasser par la légende urbaine avec le temps? C'est impossible à dire, quoi. Joe Johnston qui lui a ensuite repris l'idée pour faire un dessin. Lui, il dit par exemple que George Lucas, dans ses souvenirs... Non, à l'époque, il disait que George Lucas lui avait demandé de s'inspirer d'une soucoupe volante et d'en faire ça une version Star Wars, on va dire. Mais il dit qu'il a aucun souvenir d'un hamburger. En même temps, George Lucas, dans une interview, lui dit que surtout, il voulait éviter la forme de soucoupe volante, alors que Joe Johnston se souvient que George Lucas lui a dit qu'il voulait une sorte de soucoupe volante. Donc tu vois, c'est ça le truc, c'est que surtout avec des trucs aussi énormes que Star Wars culturellement, c'est dur de faire la part des choses entre ce qui est vrai ou pas. Après, visiblement, le George Lucas, lui, en tout cas, il dit qu'il y a une sorte d'hamburger. Bon, on sait aussi qu'il y a un concept art, enfin un storyboard, où les gars, après l'avoir fini, se sont amusés à rajouter la forme d'un hamburger avec marqué un diner, tu sais, à l'américaine et tout. Donc, est-ce que par hasard, ce serait pas venu après, justement, ils auraient remarqué une forme un peu similaire. Ils s'embrouillent. T'imagines si dans 40 ans, je te dis comment s'est passée cette interview. Moi, je m'en souviendrai très bien avec mon cerveau de robot. Non, demain déjà sera difficile. Non mais non mais c'est bon parce qu'à l'époque il y avait vraiment un concept art, enfin un storyboard où tu vois qu'ils ont dessiné un burger par dessus, mais sous forme de blague. Alors peut-être qu'effectivement après ils ont fait remarquer le truc. En tout cas, George Lucas lui il dit que c'est le cas, donc on va le croire, mais moi j'aurais toujours un gros doute. Et en tout cas, il y avait cette histoire de soucoupe volante, mais très différente. Donc en fait, c'est parti là-dessus très vite. Il y a une image qui date de fin 1975 où tu vois effectivement, donc à peu près à un moment où ils ont décidé de changer, donc 1 an et demi avant la sortie du film, où il y a effectivement le dessin du Faucon Millennium avec la cabine au milieu, devant, entre les mandibules, on va dire. Et puis donc ils sont partis sur cette idée-là. Et donc ils ont fait une maquette, et ils ont récupéré l'antenne et le cockpit de l'ancienne maquette qui avait coûté un tiers du budget des spéciaux. Ils l'ont collé dessus, donc il reste des bouts du truc original. Et ensuite, comme ils n'allaient pas perdre un tiers du budget, ils ont recyclé la maquette, ils ont refait le cockpit, et c'est devenu la Corvette Tantive 4, là, celle qui débute le film, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord, ok. Oui, ce vaisseau, c'était le Faucon au début. Mais en plus petit, du coup, parce qu'il est gigantesque, le Tantive 4. Du coup, au début, en fait, il n'y avait pas ce côté marteau à l'avant. Ouais. Il y avait, à la place de l'espace en forme de marteau qui est tout devant, tu avais le cockpit du Faucon. Donc, en fait, en proportion, oui, il aurait fait plus petit, il aurait fait plus dans la taille du Faucon, mais plus en longueur, quoi. Il aurait pas été aussi gros, mais il aurait été long quand même. Et en fait, tu le retrouves dans plein de concept art, ce design, et ils l'ont recyclé aussi dans l'univers, puisque après... Rebelle, non?
peut-être? Dans Rebelle, oui, parce que dans les années 80, il y avait un jeu de rôle qui avait repris ce design, et donc donc après, ça a apparu dans Rebelle, ça a apparu dans plein de trucs. Je pensais plutôt à la série Rebelle. Ouais, plutôt. la série Rebelle, ouais. Ouais. Mais non, mais en fait, là, dans la série Rebelle, ils ont repris un design qui a été fait pour les jeux de rôle des années 80. Et t'avais aussi un des vaisseaux de KOTOR, de Knights of the Old Republic, là, le jeu de rôle de 2003, de LucasArts et BioWare, qui pareil, le marteau, il s'inspirait de ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est devenu lui-même a servi d'inspiration. Pareil au marteau entre guillemets, à la corvette Hammerhead qu'on voit dans Rogue One et qui fait cette super scène là de décapitation. Et en fait, ça aussi, finalement, quelque part, on peut remonter l'origine de design jusqu'au Faucon Millennium d'origine. Mais il faut remonter à 1960. De toute façon, moi j'arrête. Il y a des tas de trucs liés, mais même en dehors des licences, tu peux aller super loin dans. Il y a un vaisseau du Jedi de Star Wars 8. Le design, tu peux remonter jusqu'à 1978 en fait dans Buck Rogers, tu vois son aïeul quoi. Ils aiment bien faire ça chez Star Wars. Je sais pas si t'as vu l'épisode 2 de Mandalorian qui est carrément inspiré d'un concept art de Ralph McQuarrie, je crois. Ouais, ça ils le font. Toute l'ère Disney là, il y a énormément d'hommages et ils reprennent beaucoup de ce qu'a fait Ralph McQuarrie. Effectivement, il y a cette créature. Il y avait beaucoup de choses, mais même dans Réveil de la Force, t'as des éléments du décor qui sont repris de concept art de Ralph McQuarrie. Hein. T'as une sur Jakku, t'as la porte du l'astroport d'où il se barre. C'était un concept art pour le Retour Jedi. T'avais même le A-Wing de Rebelle de la série Rebels. Pareil, hein, le A-Wing, c'est la version de Ralph McQuarrie. Quelque part, c'est intéressant justement de reprendre des trucs du maître qui a créé en partie, en tout cas, l'univers visuel et de la réintroduire, pas forcément sous la même forme, mais c'est vrai que le design de la créature de cet épisode 2, il est parfait. Pourquoi le changer? Moi, je l'aurais pris le même. Hein. Franchement, il est nickel. Et pour revenir à la question, du coup, pour toi, le vaisseau, c'est un peu une maison, quoi. Enfin, un vaisseau spatial, c'est un peu comme une maison. T'as la chambre à coucher, t'as le salon, partout. Hein. Oui, si c'est lié à une histoire, oui. Si c'est lié à un bon héroship, quoi, ouais, bien sûr. Il faut qu'il y ait un salon, un poste de pilotage, une salle de bain, mais même un petit, quoi. Et moi, je trouve que le truc parfait, c'est le Razor Crest de The Mandalorian, où t'as la cabine de pilotage, un énorme espace de stockage, et puis t'as son tout petit endroit où il a la cabine de douche-toilette et son minuscule lit. Voilà, il a l'espace vital nécessaire pour celui dans l'espace. Ouais, ça correspond un peu à son taf en fait de mercenaire, de chasseur de primes. Il a surtout besoin de faire transporter des choses, donc du coup le lit devient secondaire en fait. Ouais, mais puis ces vaisseaux, tu les vois forcément comme c'est des lieux d'habitation, tu les vois plus souvent qu'un X-Wing ou un autre, ou tu les vois en nombre pour différentes séquences d'action, mais c'est rarement les mêmes. Les Starfighters, etc. Là, ce vaisseau, il a une identité. Le Razor Crest, c'est un peu le nouveau Faucon qui s'en prend plein la gueule. Ouais. Et il y a un côté, il a une identité, quoi, à la fois visuelle, mais l'intérieur, il y a une histoire de ce qui se passe dedans. C'est comme le Faucon, c'est à peu près ce qui s'est passé dedans. En plus maintenant avec Solo, avec le film Solo, on connaît encore plus son histoire et l'évolution de son design d'ailleurs qui est très intéressante, où ils sont venus en arrière, ils sont inspirés des années 70 pour faire son design du passé, quoi, la version Lando. J'aimais bien le design du Faucon 9 dans ce... Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est marrant parce que à l'intérieur du Faucon d'origine en 1977, Roger Christian, le chef décorateur, avait dit George Lucas lui avait demandé de s'inspirer de 2001, aussi de l'espace, mais comme si les vaisseaux avaient 200 ans. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur tout est un peu pourri, quoi. Ouais, et là, il y a un peu de moisissure un peu partout, quoi. C'est clair. Je sais pas qui fait le ménage entre Anne et c'est pas eux, hein. Je pense que c'est une personne. Mais c'est pas ça que c'est sympa, parce que dans Solo, la version du Faucon de Lando, elle est nickel. Et là, il y a un côté dans les couloirs 2001 où tout est propre, quoi. Ça revient à l'origine de l'idée, où effectivement tout est blanc, nickel, immaculé. Dans la version du passé, et en fait c'était la version
que George Lucas il disait, imagine le 2001, mais en version 200 ans plus tard, quoi. Donc c'est marrant, ils ont bien réussi, pareil, le travail de l'équipe actuelle de recherche artistique de Lucasfilm est vraiment, vraiment excellente, quoi. Très talentueux. Et quand on parle conception, on peut aussi parler peut-être de l'aspect un peu plus militaire. Ça t'intéresse, toi, ce côté-là, voilà, tout ce qui est armement et dernière technologie sur les vaisseaux? Bah, ça fait partie du délire, j'ai envie de dire. Après, ça dépend du rôle de chaque vaisseau. En général, ils ont pas tous ce rôle-là. Je vois, par exemple, les grands débats auprès d'un vaisseau qui pourtant maintenant commence à être âgé, mais l'Enterprise E, qui apparaît dans Premier Contact, dans First Contact en 1996, qui est un vaisseau de combat. Il est fait pour affronter les Borg, donc il a un design assez long, assez agressif. Alors, on voit pas les armes spécifiquement dans son design, mais il a un design beaucoup plus agressif que les autres vaisseaux de Star Trek. Et ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas en fait dans les fans. Il y en a qui l'aiment, hein, mais il y a des gens qui l'aiment pas. Et c'est là où tu vois l'importance du design pour montrer qu'un vaisseau est fait pour le combat. Le Battlestar Galactica, voilà, pam, c'est un tank qui est énorme, il est imposant, t'as les bras qui s'écartent pour laisser passer les pistes de décollage d'atterrissage. Voilà, il a un côté tank. C'est inspiré des croiseurs. C'est clairement inspiré des croiseurs, mais pas autant que comment il s'appelle, le vaisseau d'Albator. J'ai oublié son nom. Le vaisseau d'Albator, en tout cas, je sais pas si tu te rappelles, avec ses longs canons tirés des croiseurs de la Seconde Guerre mondiale. T'avais celui-là, et t'avais aussi, pareil, un autre qui ressemble encore plus à un navire dans l'espace. Je me demande si c'est pas un autre vaisseau d'Albator d'ailleurs, ou de Captain Harlock. C'est l'Arcadia, non? Oui, l'Arcadia, voilà, l'Arcadia. Avec ses canons, ils sont tirés, ils sont copiés-collés de la Seconde Guerre mondiale, des croiseurs, etc. Ah, tu parlais du croiseur Yamato? Ah oui, aussi Yamato, voilà. Je parlais de ça, c'était l'autre auquel je pensais. Donc l'Arcadia et le Yamato, lui, il est encore plus. Yamato, c'est un croiseur, voilà. C'est un croiseur japonais qui a été transformé en vaisseau spatial, quoi. Voilà, je dirais que ça s'est pris, c'est l'idée de vaisseau de combat avec son design agressif qui est pris au maximum. Mais c'est pareil. Là, c'est pour les gros vaisseaux, pour les croiseurs ou autres. À l'inverse, le Faucon, on voit que c'est pas un vaisseau qui est fait pour le combat. Il y a sa forme toute chelou. Il y a bien les petites tourelles qui sortent en haut et en bas, mais on voit que c'est pour se défendre, pas pour l'attaque. Alors que le X-Wing, bon là c'est un Starfighter, donc forcément c'est différent, mais il a sa forme de X et qui a été créé exprès. Alors, dans les dessins à l'origine, c'était déjà l'idée. Ça a été la consigne, il fallait que ce soit comme un duel au Far West, tu sais, avec les deux face à face et puis le premier qui tire. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un vaisseau cow-boy. Et puis paf, il déplie ses ailes et puis là il a 4 lasers, etc. Ce qui est con quand on y réfléchit, mais en fait l'idée c'était vraiment de montrer ce côté. Et c'est vrai que je trouve que c'est très réussi. Il y a ce côté, tout d'un coup, paf, il se met en mode combat et là il a 4 lasers. Tu fais, oh merde, ça y est. Et d'ailleurs, tu parlais du Faucon, mais je crois que j'avais lu que c'était aussi inspiré des bombardiers en fait de la Seconde Guerre mondiale. De quoi? Par rapport aux tourelles qu'il y a sur le Faucon. D'ailleurs, c'est très très inspiré. George Lucas, c'est beaucoup inspiré d'ailleurs des documentaires faits à l'époque de l'aviation pour s'inspirer pour inspirer dans les combats de Star Wars. Ouais, de Dumbbuster notamment, t'as des vidéos qui comparent Un Nouvel Espoir et je crois que ça s'appelle Dumbbuster. C'est un film qui montre des combats de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il a repris des plans carrément, quoi. C'est frame par frame, c'est le même truc, quoi. C'est voilà, à peu près. En tout cas, c'est l'idée générale. Ils sont vraiment inspirés et ils ont beaucoup copié. Et ils ont eu raison, quoi, parce que ils ont trompé ça dans l'espace. Ça a aucun sens, mais on s'en fout. C'est hyper énergique. Moi, tout le monde adore les nouvelles batailles spatiales. Moi, ma préférée restera toujours, en fait, l'attaque de Yavin, qui avait une intensité énorme dans la façon de présenter le combat. La bataille jusqu'à la fin. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois la comparaison et c'est exactement les plans de la bataille de l'Atlantique qu'ils ont repris et mis dans l'espace où tu l'étoile noire et tout. C'est vachement drôle, quoi. À la limite, c'est plus le Faucon, effectivement, t'as la tourelle, etc., qui est inspirée par les bombardiers, etc., de l'époque.
Mais t'as le Y-Wing carrément là, ils ont pris un bombardier, les mêmes principes, avec une tourelle dessus, là, juste derrière le cockpit du pilote. Au début, il devait même y en avoir un en dessous. Enfin, c'était vraiment le vaisseau qu'ils ont copié sur... De toute façon, si on prend que Star Wars, la moitié des vaisseaux sont copiés sur des avions qui existent vraiment, ou même des voitures. Par exemple, dans Résistance, le vaisseau bleu dont j'ai oublié le nom, c'est copié sur une voiture qui a gagné Le Mans en 1960, quoi. Ça me fait toujours rire, ça. Mais ça, ils ont raison. Autant s'inspirer de design qui marche et les transposer dans l'espace. Et puis là, soit c'est des designs de trucs rutilants, soit c'est pour le combat. L'avion A10, par exemple, a beaucoup inspiré de vaisseaux, genre bombardier, etc. Que ce soit dans le principe ou dans le design. Souvent plus dans le principe, mais son utilité, on va dire, dans un combat. Et c'est vrai que tu parlais de Star Trek, de ces vaisseaux qui sont supposés être de l'explorateur en fait, mais qui sont un peu surarmés. Ça me fait penser aussi aux Normandies dans Mass Effect. En fait, c'est des vaisseaux qui sont censés... Bon, Mass Effect c'est différent parce que c'est quand même censé être le vaisseau d'une unité spéciale. Mais ce que tu disais sur Star Trek, c'est marrant parce que c'est des vaisseaux normalement qui sont censés aller voir d'autres peuplades dans la galaxie, et ils ont quand même ils ont quand même des moyens de se défendre et d'attaquer aussi, hein, parce qu'ils peuvent... Après, ça dépend des vaisseaux en fait, parce que là, tout à l'heure, je donnais en exemple l'Enterprise E, qui lui était fait par rapport à ce qui se passait dans la série The Next Generation avec les Borg, où là, ils pouvaient les Borg qui sont, pour ceux qui nous écoutent, des sortes de zombies informatiques, quoi. C'est une conscience collective qui récupère tous les autres espèces pour les intégrer dans leur propre civilisation, donc ils dévorent l'univers entier. Et donc il fallait un vaisseau de combat, donc il est plus axé sur le combat que sur l'exploration. Après, les précédents, puis t'as d'autres, hein, comme dans Deep Space Nine, t'avais le Defiant, qui était un vaisseau très compact et bardé d'armes, mais était compact exprès comme un tank, quoi, comme Y-Wing finalement. Mais les anciens, et puis même, je veux dire, comme le Discovery plus récemment, les autres vaisseaux Star Trek, ils sont équipés d'armes effectivement pour se protéger, mais ils sont pas faits pour le combat. Ils peuvent se défendre, quoi, on va dire, mais ils sont pas faits pour l'attaque. Ils sont pas faits pour le combat, mais par contre, tu les vois toujours combattre. Ils sont faits pour défendre. Après, dans les films, c'est vrai que souvent, il manque les combats. Dans les séries récentes, c'est ce qui fonctionne le mieux aussi, hein, faut l'avouer, que d'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui râlent par rapport à ça, qui aimeraient moins de combats et plus d'exploration, mais bon, les séries répondent aux attentes du public aussi, donc ils peuvent pas non plus faire que des séries où ça se passe de façon pacifique et autre. Après, le design original de l'Enterprise reste il y a quand même une logique qui est pas du tout combat. C'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes esprits que Star Wars. Ça date de 65, 64, le design. La série a commencé en 66. Et l'idée de l'Enterprise, c'était surtout, c'est comme le Faucon, hein. Surtout, déjà, alors, pas de soucoupe volante, pas de fusée. Et donc c'est marrant parce qu'au final c'est une soucoupe volante avec deux fusées. Mais oui, mais c'est ce que disait le Matt Jeffries, qui était le designer. Il disait finalement on est revenu sans faire exprès ou des trucs qu'on voulait éviter, mais en les intégrant différemment, et ce qui fait que ça fonctionnait. Parce qu'ils voulaient pas de fusée et pas de soucoupe volante, et ils ont essayé plein de designs différents. Et puis c'est intéressant de voir ces dessins, Matt Jeffries, où tu vois l'évolution de l'Enterprise vraiment au fur et à mesure. Au début c'était un vaisseau qui était cette espèce de... Il était comme un donut, comme deux donuts collés l'un à l'autre avec un espèce de tube coton-tige au milieu. C'est-à-dire c'est devenu un autre vaisseau après. Puis ça arrivait à la forme de l'Enterprise, et puis il y avait l'idée que, par exemple, au début ça devait être une boule. C'est pareil, ça a été récupéré pour un autre vaisseau Star Trek, on va dire le truc principal. C'était une boule, non pas une soucoupe, comme c'est devenu après. Et puis derrière, et pourquoi il y a deux machins qui pointent derrière, c'est parce qu'en fait on lui a dit pour voyager à travers la galaxie, il se déplace en warp drive. Et il dit c'est quoi warp drive? Moi j'en sais rien ce que c'est. En fait en gros ça permet d'aller super vite, plus vite que la vitesse de la lumière, donc il faut que ce soit des gros moteurs. Donc pour montrer ça, on va les mettre à l'extérieur. Donc on met deux trucs à l'extérieur, ensuite on les raccorde au reste du corps du vaisseau. Et là, la boule, ça le fait pas, quoi. Effectivement, tu vois, il y a des concepteurs de l'époque où, tu vois, t'as une grosse boule, et puis le reste de la forme, c'est l'Enterprise tel qu'on le connaît, et ça fonctionne pas, et donc ils l'ont au fur et à mesure
aplati et c'est devenu une soucoupe. Et là, il fait, ah bah, c'est devenu une soucoupe, mais là, maintenant, ça fonctionne parce que ça va dans un corps enfin, il y a plus une espèce de... il y avait une recherche aérodynamique, en fait. Voilà, et c'est devenu... Et puis, il fallait que ça ait un côté classe, et c'est vrai que l'Enterprise original, il est classe. La version du film de 79 par Andrew Probert est super classe, c'est largement ma version préférée. Et puis après, bah, c'est marrant parce que tu vois la version de The Next Generation où le truc est beaucoup plus gros et plat. Là, c'était l'idée, bah, c'était de montrer simplement un vaisseau qui a 100 ans après dans le futur par rapport à l'autre. Et puis bah ça se voit quoi, effectivement, il fait encore plus futuriste. Et puis il y a l'inverse aussi avec Star Trek qui se passe, comment il s'appelle celui-là Enterprise. Ouais, enfin le Star Trek qui se passe 100 ou 200 ans avant, où là ça ressemble plus à un sous-marin avec des... Enfin ça me faisait penser à ça. La salle d'armement, parce qu'ils ont des... Enterprise, oui, ils sont clairement aspirés sous-marins, mais comme beaucoup de trucs de vaisseaux spatiaux et de Star Trek d'ailleurs, hein, Star Trek 2, La Revanche de Khan, c'est un film de sous-marin. Moi, c'est les meilleurs films, enfin, ceux qui s'inspirent des combats navals. C'est une bonne idée parce que ça permet de mettre une certaine stratégie. La bataille à la fin dans la nébuleuse dans Star Trek 2 est fantastique, et il y a un côté effectivement film de sous-marin, et ils ont repris ça dans le design de l'Enterprise NX de la série justement nommée Enterprise. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a l'idée du designer de l'un des designers, c'était ensuite de voir l'évolution du vaisseau qui, comme par exemple l'Enterprise qui se fait réparer et améliorer dans le premier film Star Trek en 1979, là, dans la série, il voulait justement montrer l'évolution en lui mettant au bout de plusieurs saisons un corps qui finalement préfigure le corps de l'Enterprise avec pareil de petites nacelles et tout. Vraiment, le truc, ça aurait fait comme un peu la forme de l'Enterprise telle que l'on connaît. Bon, finalement, ils l'ont pas fait parce que la série s'est terminée plus tôt que prévu. Puis je crois qu'ils étaient pas tout à fait d'accord pour le faire. Mais donc en fait, ça serait passé d'un sous-marin quelque part à un esprit sous-marin à un vaisseau plus proche de Star Trek. On aurait vu l'évolution dans la série, quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Il y a un design, je l'ai partagé il y a pas très longtemps parce que j'aime beaucoup le design justement à mi-chemin entre les deux, entre la version de la série Star Trek Enterprise et la version de la série classique Star Trek. Où tu vois effectivement que c'est un design intermédiaire, même si ça se passe près de 100 ans avant l'autre. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que en fait, souvent dans la fiction spatiale, les batailles, en fait les vaisseaux c'est des sous-marins quoi. Enfin on remplace l'eau, la menace de l'eau par la menace de l'air quoi. Enfin, ça dépend quel style de film c'est quoi. Je trouve que ça colle bien avec Star Trek où il y a pas les Starfighters, donc sont en principe en tout cas, sauf plus récemment, sont pas au cœur des batailles. Pour Star Wars, c'est vrai que c'est plus simple, hein. Tu mets les Starfighters, tu fais des gros combats comme des croiseurs de la Seconde Guerre mondiale entre les gros, mais c'est moins... à la limite, le mieux qui a été fait pour les gros vaisseaux dans Star Wars, c'était la bataille justement de Scarif dans Rogue One, où là, ce qui a fait ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, la corvette Hammerhead qui vient heurter l'autre et qui décapite. Voilà, ça c'est Star Wars, c'est plus... En fait, moi, j'aime bien quand il y a la mise en scène dans les batailles spatiales, parce que c'est très facile finalement de faire une bataille spatiale, encore plus maintenant avec l'infographie. Mais en fait, ça demande une vraie mise en scène, il faut que ça raconte chaque bataille doit raconter une histoire. Ce que fait bien, je trouve, celle de Rogue One, et ce que fait mal celle de Star Wars 9. On en parlait encore hier sur mon compte avec d'autres. C'est pas du tout moi qui a lancé la conversation, mais d'autres le disaient. Donc l'idée était de faire, et il avait dit J.J. Abrams avant Star Wars 9 qui sort au cinéma. Il avait dit ça doit finir sur une méga bataille spatiale. Il y a toute la galaxie qui représente les mondes libres qui vient au secours des héros parce que voilà, c'est une date finale. Mais oui, c'est une bonne idée. Sauf qu'en fait, dans la mise en scène, moi j'adore. Il y a des plans que j'adore hein, dans cette bataille. Il y a des plans que j'adore. Mais dans la bataille en elle-même, dans sa mise en scène, il y a plein de trucs qui vont pas du tout, où c'est passé par ses pensées mal pensé, c'est pensé dans un esprit de fan qui fait tiens, tu mettais ça et tout, mais il n'y a pas de il y a pas d'homogénéité, et justement c'est ce que je disais, et je dis ça, c'est avec des gens où on est là en train d'essayer de savoir quel vaisseau il y a exactement, tu vois, des passionnés vraiment des gros passionnés qui devraient, enfin eux en plus c'est des gens vachement bienveillants et qui fait pas partie de ceux qui râlent dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment les gars les plus sympas que j'ai rencontrés sur Twitter, et on est tous là, ouais, c'est dommage, c'est vraiment une occasion manquée parce que elle est pas mise en scène
elle est pas écrite. Elle est presque secondaire en fait. Enfin, Oui. je trouve que dans le scénario, elle est presque secondaire parce que. Oui, tu elle est vois, secondaire, ouais. Mm. Bah, Alors que je trouve que dans le Retour du Jedi justement, elle arrive à être complémentaire avec la bataille, enfin avec les deux batailles, l'une au sol, l'une dans l'espace et celle de Luke avec l'empereur en fait. Elles sont rebondissent. Complémentaires. Oui, Ouais, elles rebondissent. Attention, c'est un piège. Finalement, on revient en arrière. Attention, ils sont dans la merde. Et là, pendant ce temps, hop, oui, il y a une logique dans l'histoire. Et là, dans Star Wars 9, ils arrivent au secours. Bah, déjà, ils tuent un personnage qui est un pilote qui était vaguement connu pour les fans, quoi. 30 secondes après, ils font arriver Wedge Antilles, qui était le personnage préféré des fans de Starfighter des films d'il y a 30 ans. Ce qui déjà il y a un qui meurt et 30 secondes après il y a l'autre qui arrive, ça gâche un peu le truc, mais sur ce film il tue plein de gens pour les faire revenir, ça m'énerve. Mais non, mais ceci est une émission sur Star Wars 9. Non, mais c'est dur de... En fait, le truc, c'est que moi, j'étais très déçu par ce film, mais en même temps, je m'en fous. Il y a tellement de trucs Star Wars super que j'aime à côté en ce moment, que je suis déçu que l'histoire se termine comme ça, mais c'est pas grave, quoi. Après, j'aime bien en parler, tu vois, mais je vais pas du tout faire caca nerveux dessus, c'est plus parce que j'aime bien en parler, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Il y a vraiment plein de trucs à côté que j'ai adoré dans Star Wars, même dans ce film, dans les designs, dans les plans, il y a eu plein de bonnes idées. Mais je préfère les photos, par exemple. Le art of est super. Là. Même si tu détestes le film, le art of du film il est génial. Non, il y a plein de bonnes choses, mais c'est juste le film. Moi, d'ailleurs, il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, je vais pas acheter le Blu-ray. Normalement, les films de ce genre-là, j'achète le Blu-ray direct le premier jour. Moi, c'est pareil. Tu sais que j'ai pas acheté le Blu-ray de Star Wars 9 alors que je les ai tous. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Je m'en suis aperçu il y a pas longtemps. Il est sorti il y a 6 mois, moi, le Blu-ray, peut-être plus. Oh. Et là, je me suis aperçu que je l'avais pas. Et alors que moi, en plus, j'adore les bonus, quoi, les documentaires et autres. Et j'ai même pas pensé. Par contre, j'ai l'art of. Ça, je l'avais commandé à l'avance. À cause du Covid, j'avais reçu en retard. Mais là, non, je me suis aperçu, je fais merde, ça va te dire à quel point j'ai pas accroché, quoi. Et autant à l'époque, moi, il y avait un autre film Star Wars que j'avais pas du tout accroché, c'était l'épisode 2, l'attaque des clones, qui m'avait vraiment dégoûté à l'époque, et j'avais arrêté Star Wars. Vraiment, quoi. Non, vraiment. J'étais là, allez hop, j'arrête. Enfin, je m'intéressais plus. À l'époque, je participais à un site de fans de Star Wars, starwarsuniverse.com. Tu travaillais pour Star Wars Universe. Ah ouais, pendant plusieurs années, ouais. Et à l'époque, j'ai arrêté, quoi. Tout d'un coup, fini. Et puis c'est Clone Wars, le dessin animé de Genndy Tarkovsky qui m'avait remis en selle. Du coup. Ouais, le premier Clone Wars, celui qui est plus canon maintenant. Et qui était incroyable. Il est génial, régulièrement je mets des extraits et tout, j'adore. Ouais, franchement, c'était fou. Ah, super. Mais beau, magnifique, et je trouve ça con qu'ils en mettent pas déjà sur Disney+, parce que rien que c'est... Bon, en même temps, la première bataille sous-marine, quoi, c'était quand même... Non, mais il y a tellement de bonnes idées, c'est le délire, c'est délire, quoi, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des délires, on s'en fout, même si c'est pas canon, en fait, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Et en plus, juste pour faire une petite parenthèse, et en plus, ça se suivait vraiment bien avec le film, parce que t'as vraiment l'attaque sur Coruscant, l'enlèvement de l'empereur, enfin c'était vraiment, tu voyais bien, vraiment une transition parfaite, quoi. Ah oui, c'était vraiment incrusté au film, quoi, mais c'était vraiment super, et moi ça m'avait remotivé. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est en écrivant j'avais écrit à ce moment-là sur comment ils avaient fait la série pour StarWarsUniverse.com, et en même temps j'avais aussi fait un dossier sur Star Tour, l'attraction à Disneyland, et c'est ce qui m'a permis en fait de commencer à écrire professionnellement dans des articles de la presse, quoi. C'est grâce à lié à Star Wars. Bah ouais, c'est en faisant des recherches, moi je me suis aperçu que j'adorais faire ça, et puis raconter comment on fait les choses. Et donc l'attaque des clones à l'époque, moi j'avais rien d'autre, franchement. Alors que là, Star Wars 9, je venais juste de finir Jedi Fallen Order que j'ai bien aimé. Je venais de voir, il y avait The Mandalorian que la saison 1 j'aimais pas mal. Et juste après, il y a eu The Clone Wars saison 7 que j'ai trouvé génial. Donc en fait, Star Wars 9, tant pis si j'ai pas aimé, je m'en fous, il y avait plein de trucs super à côté, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais du warp drive. Le warp drive, et justement, c'est une question un peu importante dans un vaisseau, c'est la vitesse. Et du coup, toi, t'es quoi? T'es plus vitesse lumière, vert qu'est-ce que tu préfères comme moyen de transport? Enfin, comme moyen de transport, c'est plus comme moyen de vitesse, on va dire. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. De système de déplacement, en fait. Système de déplacement. Moi, mon préféré, je crois que c'est voile solaire. Voile solaire, tu prends ton temps, tu vois, c'est un peu 2001 l'esprit, quoi.
Tu mets beaucoup de temps à te déplacer. Et ça existe vraiment en plus ce truc. Ouais, Enfin, ça existe. Bah, ils ont fait des tests en orbite de la Terre. Ouais. Il y a pas des. Enfin, je sais pas si ça a été construit, mais il n'y avait pas des projets de satellites avec de la voile solaire. Alors, moi, ça me dit quelque chose aussi. Je sais pas s'ils sont en fonction, mais je suis sûr en tout cas qu'ils ont fait des tests en orbite. Ça, c'est sûr. Ils ont fait des tests. Après, je sais pas si un satellite actuel utilise ça. En tout cas, on va dire juste expliquer peut-être ce que c'est la voile solaire pour ceux qui ne savent pas. Bah, c'est comme une voile, mais de l'espace. Non, ça prend les. Si je comprends bien le truc, c'est utiliser les vents solaires en fait pour. Après, je suis pas du tout scientifique, c'est dur à expliquer quoi. Non, mais oui, c'est ça. Je crois que ça utilise un peu l'énergie du soleil, je crois, pour. Ouais, mais maintenant ça y est, j'ai envie de faire des recherches et d'écrire dessus, quoi, les voiles solaires. Non, mais voilà. J'aime bien, il y avait dans Star Wars, t'as celui de Dooku dans l'épisode 2, t'avais dans Star Trek aussi, t'avais dans Deep Space Nine, t'avais ouais, j'aime bien ce principe, mais après je rigolais, hein. Moi ce que je préfère c'est la vitesse ridicule, non, comment on dit, ludicrous speed dans Spaceball, tu vois ou pas? Je l'ai vu, alors je me souviens plus le principe. C'est ce que, bah, en fait, ils appuient sur un bouton pour lancer la super vitesse, et en fait, ça va tellement vite que Lord Casque Noir, la parodie de Dark Vador dans ce film parodique de Star Wars, il était projeté, donc enfin, il essayait de s'accrocher à un élément du décor, et puis, tu sais, ses pieds se levaient tellement ça allait vite, et puis il se prenait le mur derrière. C'était une parodie justement de l'hyperespace et du warp drive. Non, après, vraiment sérieusement, je sais pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien le concept d'hyperespace et donc d'espèce enfin, pas d'univers parallèle, mais c'est une dimension supplémentaire par laquelle il passe. J'aime bien ce principe-là. D'ailleurs, dans The High Republic, là, la nouvelle ère Star Wars qui commence dans 2 mois, ça part justement à partir de... L'histoire commence vraiment avec un problème dans l'hyperespace, et ça j'aime beaucoup. Un peu oui, il comme... y a des relais, c'est ça, des relais satellites, je crois. En fait, le The High Republic commence sur... La République, elle va super bien, là, 200 ans avant les films. La République va super bien, tout est nickel, wouh, c'est super. Sauf que il y a un espèce d'énorme vaisseau cargo qui est en hyperespace, et là, dans l'hyperespace, il y a un astéroïde en fait. Il l'évite de justesse, et puis en fait, le vaisseau il est vieux, il supporte pas, donc il explose en 1000 morceaux. Et après, ça reprend l'idée de The Last Jedi. Tu sais, dans The Last Jedi, ils arrivent à découper le vaisseau de Snoke en arrivant en hyperespace, quoi. C'est-à-dire, c'est le moment où le vaisseau il faut que ce soit exactement le moment où le vaisseau va atteindre l'hyperespace pour que ça fonctionne, son principe de destruction, là, qui le découpe. Et donc là, c'est le phénomène inverse, c'est que les trucs, ils sortent de l'hyperespace instantanément, mais à différents endroits, etc. Et donc, ça devient des projectiles dans toute la galaxie, quoi. Ça devient une espèce de catastrophe naturelle. Donc, le début, c'est ça. Et donc j'aime bien beaucoup l'idée, mais là je te place, c'est vraiment le premier chapitre quand je raconte, c'est pas un spoiler, ça recommence vraiment, ça commence sur ça, quoi. C'est le premier chapitre que vous pouvez déjà lire d'ailleurs sur le site de Del Rey, je crois. D'accord. Je crois que c'est chez Del Rey. Il y a les 8 premiers chapitres qui sont là, je suis en train de les lire, ça donne vachement envie de voir, et j'espère qu'ils ont développé l'univers de ce côté-là, parce que ça change de Star Wars, c'est pas l'Empire, c'est pas les Skywalker, c'est la République au moment où elle est super bien, et puis ça part en couille parce qu'il y a eu un accident, quoi. Et ils promettent plein de chevaliers de Jedi parce que là ils sont des milliers. Ah bah là c'est l'époque où ils sont nickel, ils sont pas encore cons comme la lune comme dans la prélogie, enfin on va dire orgueilleux comme dans la prélogie, enfin pas assez en tout cas pour se faire avoir par un Sith. Ils sont au summum de ce qu'on peut imaginer dans leur âge d'or, quoi. Et puis la République, ils sont allés en paix, tout va bien, mais il y a une catastrophe qui va provoquer différents problèmes. Puis surtout, les gens qui n'ont pas aimé, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les nouveaux films Star Wars parce qu'ils ont été écrits au fur et à mesure, ce qui est pour moi pas vraiment un problème parce que c'est souvent comme ça que ça marche, hein, mais je peux comprendre la critique quand même. Surtout quand les cinéastes se mettent pas d'accord entre ce qu'ils veulent raconter, mais là tout a été écrit par une équipe en avance, donc il y a vraiment une cohérence entre les différents romans, et j'espère vraiment qu'il y aura une série. Il y a un jeu vidéo qui va sortir cette semaine d'ailleurs, qui se passe en partie dans la République. Ah ouais? Ouais, bah, dans The Tales from the Galaxy Edge, qui se passe. Ça se passe, attends, c'est trop fort quand même, c'est là où tu vois les gars, ils sont forts. Ça se passe, le jeu se passe sur Batuu, c'est-à-dire la planète sont créées pour le parc d'attractions à Disneyland, donc ça se passe dans le même endroit qu'à Disneyland,
même décor déjà. Et en plus, comme c'est une forme d'anthologie, c'est un barman en fait qui raconte des histoires. Et ben il y a plein de scènes qui se passent à différentes époques. Et une de ces époques, c'est The High Republic, avec Yoda, parce que Yoda lui il a 900 ans. Ça veut dire qu'il a déjà 700 ans à l'époque de The High Republic. Donc il est présent. Et donc, paf, là, ils arrivent à mêler dans un jeu vidéo à la fois le parc d'attractions et les nouveaux romans. En tout cas, c'est moi qui en avais vraiment, qui attendais avec impatience que Star Wars se débarrasse de la nostalgie et qui se débarrasse des Skywalker et de l'Empire et du premier Horde qui est l'Empire et des X-Wing. Hein, j'adore les X-Wing, mais montrer autre chose, quoi. J'attendais ça depuis 2012, depuis qu'ils ont racheté. Je savais qu'ils le feraient, mais qu'il fallait d'abord passer par la phase nostalgique. Voilà, là on y est, The Republic, pour ce que j'en ai lu, il y a toujours les Jedi, il y a toujours les vaisseaux spatiaux, il y a toujours les planètes, hein, les races qu'on connaît, enfin les espèces qu'on connaît, mais il y a plus, c'est plus le même contexte, et ça c'est ce que j'attendais de Star Wars, de la licence maintenant pour qu'elle se développe, et j'ai envie, ce Mandalorian j'aime beaucoup, mais j'ai surtout la saison 2 que je trouve vraiment pour l'instant exceptionnelle. Ouais. Mais c'est toujours un peu quand même si c'est un nouveau contexte, donc après la chute de l'Empire, etc., ça reste plein de trucs qu'on connaît, etc. Et là, j'ai vraiment envie de voir plus de trucs nouveaux, parce que la licence Star Wars, ça peut être tellement de choses que je trouve ça dommage des fois de se limiter à l'histoire de Han Solo ou l'histoire des plans de l'Étoile Noire, ce qui était mob sympa à ce moment-là, mais maintenant, j'espère que ça va développer d'autres choses, quoi. Donc ouais, on disait c'était quoi, l'hyperespace. L'hyperespace. Non, j'aime beaucoup l'hyperespace. Les warp drive, voilà, ça peut nous aller plus vite. Ah, le truc de Dune là, comment ça s'appelle Bah c'est avec l'épice, les navigateurs. Ouais, les navigateurs, ça en fait là c'est instantané, quoi. C'est du ouais. C'est quoi, l'espace est plié, je sais plus que c'est un nom dans le truc. Oui, c'est ça, c'est en fait avec l'épice en gros, c'est pas mal ça. En fait c'est assez drôle, c'est dit en fait dans la mythologie de Dune en fait, mais en gros c'est des humains à la base qui ont été bombardés de tellement d'épices qui sont devenus ce genre de calamars flottants dans le gaz. Et du coup, ouais, c'est ça en fait. Ils arrivent à voir la destination dans leur cerveau et ils plient l'espace et pouf, ils y sont presque. C'est pratique ça. Ils auraient dû appeler ça le poupouf. Poupouf, ça y est, hop, on est arrivé. J'adore ce principe. Ouais, je crois que Frank Herbert, il était pas passionné par tout ce qui était technologie spatiale. Même si après il y en a un petit peu, mais je pense que bon, c'est pour lui là. Non, mais c'est pas mal. C'est la planète. Mais c'est quand même pas mal, ouais. Non, moi j'adore ce qu'il a créé, donc. Il y avait aussi ce qui était marrant, c'était dans Hyperion, je sais pas si tu l'as lu là, les vaisseaux arbres aussi. Ah oui. Bah moi j'aime bien aussi le principe des trucs, mais sans aller sur la super vitesse, mais le principe, le stase, hein, forcément, puisque ça permet de. Parce que déjà ça ouvre des perspectives d'histoire incroyables où les gens ils vieillissent pas, alors qu'il s'est passé peut-être 1000 ans. Moi j'avais lu un super roman de. Bah là pour le coup ils étaient pas en stase, enfin je crois pas, de Poul Anderson. Où le vaisseau était coincé en fait en vitesse, je sais plus si c'est warp drive ou autre, je crois que c'était warp drive mais je suis pas sûr. Il était coincé en fait, et en fait ce qui fait qu'au bout d'un certain temps leurs enfants étaient morts sur Terre, ils quittaient la Terre pour une autre colonie, et puis ensuite ils se rendaient compte que ça fait 1000 ans, puis 1 billion d'années, puis 1 milliard, et puis ils allaient jusqu'à la fin de l'univers, et c'était, je crois que c'était machin 0, je sais plus. Enfin bref, c'était coincé dans la vitesse lumière. Je retrouverai. Sinon, t'avais quoi? Moi, ce qui me fascine, c'était le Epstein Drive dans The Expanse. T'as regardé The Expanse? Ouais, alors je me souviens plus trop c'était quoi? Bah, je crois que. Alors, je sais plus exactement la différence avec un Warp Drive, mais ce que j'aimais bien, c'était l'histoire du créateur. Pareil, qui se retrouve coincé en fait, il teste son invention, ça fonctionne, mais en fait il se retrouve coincé et je crois qu'il meurt à petit feu dans sa vitesse lumière, où on peut l'attendre enfin comme ça se développe vite, tu vois, tu peux déjà être là où il sera plus tard, parce que j'aime bien ces concepts de réactivité en fait avec la vitesse, puisque si quelqu'un fait un truc qui va plus vite après, tu peux très bien arriver à un endroit. Je crois que j'avais lu un Asimov aussi là-dessus, où ils étaient. Il y a aussi des vaisseaux générationnels, j'aime bien. Ah, ça, j'adore ça. Régulièrement sur Elite Dangerous, le compte Twitter, ils en postent, puisqu'ils en ont mis dans le jeu, et tu peux essayer de les trouver dans l'univers, des vaisseaux qui sont partis bien avant, mais les gars ils sont tués par arriver, et ça me fait triper, quoi.
Et du coup, juste pour dire, un vaisseau générationnel, c'est en fait, il n'y a pas de technologie, donc du coup, en fait, ils se reproduisent, quoi, c'est ça, quoi. Ils se reproduisent pour. Ils ont une vie normale, mais dans un vaisseau enfermé, et les générations passent jusqu'au moment où les arrière petits-enfants sont peut-être ceux qui vont arriver sur la bonne planète, quoi. C'est peut-être le moyen de voyager le plus naturel, mais quand même le plus frustrant, quoi, parce que Ouais. quand t'es le premier embarqué, en fait non ça va, si t'es le premier embarqué, ça passe parce que tu dis bon ça va être cool pour mes enfants, enfin pour mes arrière petits enfants, mais quand t'es au milieu, franchement, Tu vois rien. ouais, tu vois rien, t'as pas vu ni la terre ni le truc d'arrivée, et tu fais bon, bah du coup moi je suis la génération du milieu, Ah, mais la génération M. c'est pareil, c'est un super matériel pour faire des histoires. T'avais Passengers, le film qui était un peu basé là-dessus. T'avais un film où il faisait semblant. T'as une série aussi où il faisait semblant d'être un vaisseau générationnel et en fait c'était une expérience genre Truman Show. T'as Aniara, je sais pas si tu l'as vu, il est super ce Oui, film. il est super Aniara, il est horrible. Ah, il est génial. ouais, il est horrible. J'adore quand c'est horrible, et là c'était vraiment Aniara, horrible. juste pour préciser, c'est du coup un vaisseau croisière, donc en mode vaisseau casino et tout. Et en fait, il se passe un truc sur le vaisseau. En fait, il peut plus. Il est en dérive, quoi. En fait, il est en dérive. Et du coup, c'est comment tu passes d'un vaisseau croisière à un truc où tu dois survivre. Et c'est très très déprimant. Oui. Faut être en Mais- pleine forme pour me regarder, parce que c'est. Mais il est super. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que la même année, ils ont commencé la série Avenue 5. Avenue 5. Ouais, j'ai pas vu encore qu'une C'est parodie la même- de Star Trek un peu. Non, mais finalement, c'est le même principe. C'est un vaisseau qui dévie de sa trajectoire, sauf que là, c'est que dans le système solaire, donc il va revenir, mais au lieu de faire une croisière de 3 mois, il va faire une croisière de 5 ans, quoi. Donc, les gens, ils pètent un plomb à l'intérieur. Et ouais, c'est pas une parodie de Star Trek. Je sais pas de quoi ça serait une parodie, en fait. C'est vraiment un peu... c'est une parodie plutôt des gens cons. C'est un peu Ouais. comme Idiocratie, tu vois, comme le D'accord. film Idiocratie. En fait, Ouais. ils se foutent de la gueule des milliardaires, des hommes politiques, des gens qui ont beaucoup d'ego, Ouais, si, forcément, ça parodie beaucoup de science-fiction, mais pas un truc en particulier. Au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher, et puis en fait, au bout de plusieurs épisodes, je suis rentré dans le jeu, et il y a vraiment des trucs bien pensés. C'est vrai que ça se fout pas mal de la gueule de tout le monde, en fait. J'ai bien aimé à partir, mais que j'ai mis du temps à accrocher, mais après, là, maintenant, j'aime bien, et j'ai hâte de voir la saison 2. Et je sais pas si tu connais aussi le Papillon des étoiles de Werber. Non, je l'ai pas lu celui-là. Et ben qui est justement un livre sur un vaisseau générationnel. Et il est pas mal foutu. Bon, la fin après c'est toujours les petits twists à la Werber, mais c'est assez marrant. Je te le conseille. Mais bah, c'est noté alors. Mais c'est vrai que c'est fou que c'est ça, avec le voyage spatial, ce qui est intéressant, c'est les histoires que tu peux créer, on s'en fout finalement. L'espace, c'est juste un contexte, c'est une excuse pour raconter des histoires. Et la façon dont on se déplace dans l'espace est justement... Star Wars et Star Trek, ils en ont fait souvent. Là, The Republic, ils sont servis pour raconter une autre histoire. Mais généralement, c'est juste un moyen de se déplacement, pour se déplacer comme nous pour aller de Paris à Bordeaux, quoi. Finalement, Ou un élément du scénario, parce qu'ils peuvent pas se déplacer. Oui, ou alors à la Moyen. Galactica. Moi, le premier épisode de Galactica, 33, est génial. il est incroyable, quoi. Et ça, c'est des bonnes idées. Mais c'est vrai que l'idée. C'est quoi, aussi... il y a un cooldown de 55 minutes? Non, 55 de 33, heures, je sais plus. de 30. Non, c'est tous les 33 minutes, justement. C'est pour ça que ça s'appelle 33. Minutes. Ouais, 33 minutes, ils ont 33 minutes, et là, paf, les Cylons, ils arrivent, et tous les 30... et à chaque fois, ils ont que 33 minutes. Et puis ils perdent un vaisseau et tout. Franchement, ce premier épisode est juste incroyable. Ouais. De tension, ça augure ça du meilleur pour la suite. c'est clair. Pour moi, ça reste peut-être le meilleur, en tout cas un des meilleurs épisodes de la série, mais c'est vrai que ça commençait super bien, quoi. Et ça mettait le niveau super haut. Mais voilà, ça c'est encore une fois une fabrique à histoire, quoi. Le côté les vaisseaux générationnels ou tout ça, ça permet de c'est un peu comme quelque part les voyages dans le temps finalement, mais sans voyage temporel vraiment. Enfin si, c'est comme nous, où, finalement on voyage dans le temps à chaque seconde. Et là, c'est le principe, c'est que c'est multiplié par des milliers d'années Tu peux faire un voyage de 1000 ans, et en fait tu t'aperçois qu'en arrivant, il y a des gars qui sont partis il y a 20 ans et qui sont déjà arrivés parce que la technologie... Ça arrive souvent dans la science-fiction. Ouais, mais c'est vrai que c'est une super idée après de voir la différence.
Des colons qui arrivent sur une planète et en fait non, ça fait genre ils arrivent sur la planète et en fait il y a déjà 15 milliards de monde alors ils étaient partis dans les premiers quoi, ils sont trop deg, ils pensaient qu'ils allaient arriver en mode Amish genre non seulement ils arrivent cueillir la terre et tout, et en fait non pas du tout quoi, ils arrivent limite à l'aéroport et ils font bon bah bienvenue et en plus les mecs ils ressemblent plus aux humains quoi, ils ont eu le temps d'évoluer, ils ressemblent à des patates. Ouais. Ouais, des oiseaux, tu vois, genre des sortes de troisième humanité. Mais en fait, tu le comprends qu'elle a toute faim, que c'est les... Ah non, c'est les humains, c'est rebondissement. Pourquoi? C'est devant la statue de la liberté. Pourquoi vous avez fait ça? Monstre. Ah mais franchement, souvent c'est ça, hein. Quand c'est pas une excuse pour raconter des trucs d'action, c'est aussi pour raconter des trucs philosophiques ou la figure de l'étranger, on doit avoir peur de quelque chose, en fait t'aperçois que c'est l'humain, que c'était déjà lui. Ah, pour ça, c'est ça qui est bien dans la science-fiction et dans le voyage spatial, c'est que ça permet justement d'aborder des choses que tu ne peux pas raconter si tu restes sur Terre, enfin en tout cas c'est pas les mêmes durées, c'est pas les mêmes... Sinon c'est juste un contexte à Star Wars pour faire des grandes aventures, et là c'est pour le fun quoi même. Du coup on a parlé voilà, des vaisseaux, mais il ne serait rien sans des sacrés pilotes. Est-ce que toi tu as des exemples qui t'ont marqué comme pilote de folie? À part Han Solo. À part Han Solo, après tout de suite ça fait penser à Star Wars forcément. Si on prend Star Wars, ouais, John T.S. reste le héros, parce que non seulement on le voyait très peu dans les films, mais à chaque fois il faisait un truc spectaculaire. Dans l'univers étendu, dans les romans, les BD, les jeux vidéo et tout, c'était un personnage pareil. Hyper important. Ouais, hyper important quoi finalement, Wedge. Il y avait lui, il y avait... Dans la guerre contre les Vung Zong Vong, je sais pas comment. Yuzanbong. Ah, qu'est-ce que j'ai détesté ça. Non, en plus j'aimais bien moi le Lord Jedi. Ah, moi j'ai aimé au début, puis après ça m'a saoulé vite quoi. J'ai fait pourvu qu'il le remette pas dans le canon quoi. Alors juste pour ceux qui savent pas, les Vung Zong Vong, c'est les livres qui ne sont plus canons aujourd'hui à cause de Disney. C'était quoi? C'était en fait ils avaient une technologie biologique, bio-organique, des sortes d'aliens qui venaient d'une autre galaxie et qui... disons par rapport à Star Wars, c'était une histoire d'invasion mais de toute la galaxie quoi. Ouais. Et avec vraiment la technologie était pas mal quand même, mais ça a surtout duré genre 18 ou 20 romans quoi. Énorme. C'est énorme. Ouais. Et il y avait plein de héros qui mouraient, c'était vraiment une grande opération médiatique de Star Wars quoi, il y a déjà maintenant une vingtaine d'années. Mais moi j'avais mis au début, puis après j'avais vite au bout de la moitié, j'en avais ras-le-bol quoi. Je voulais que ça se termine. Au début j'ai beaucoup aimé, puis même si tu es Chewbacca quoi, comment tu peux tuer Chewbacca? Oui. Chewbacca. Vrai que le cycle commence par la mort de Chewbacca quoi. Non, c'était horrible. Et le pire, c'est toujours mieux que faire mourir Chewbacca, en fait non il est pas mort. Ça c'est pire encore mais bon. Ouais. Non c'est vrai qu'ils avaient fait un choix couillu quand même pour lancer le truc quoi. Ouais mais il y a pas de respect pour Chewbacca qui est un des vrais héros de la saga putain. Du coup un pilote. Donc un pilote, Poe Dameron, il est excellent dans les nouveaux films quand même, il fait des trucs de dingue. J'aime beaucoup Starbuck dans Battlestar Galactica quoi, fantastique. Qui ne l'aime pas. Fantastique pilote, qui a un caractère que j'adore, franchement. Ouais. Puis j'aimais bien aussi Apollo forcément, et puis pas les autres. Bon, Starbuck était meilleur quand même qu'Apollo. Starbuck avait un vrai charisme de pilote quoi, elle était vraiment... Apollo il est un peu effacé derrière son papa quand même. Oui, mais il a pas le même rôle dans la série aussi, il faut dire. Oui, mais en tant que pilote de Starfighter, c'est largement Starbuck qui était à part. Dans Battlestar Galactica, c'est sûr. Dans Star Trek, c'est compliqué parce qu'il c'est pas vraiment des Starfighters, c'est des gros vaisseaux, c'est plutôt des capitaines, donc c'est pas les mêmes. Quand on parle de pilote, on pense surtout à l'équivalent finalement d'avion de chasse, de Starfighter quoi. Donc, Luke c'est quand même un pilote de génie, même si on le voit peu finalement dans un chasseur, mais il était génial dans Un Nouvel Espoir. Anakin, il pilotait super bien aussi forcément. Ouais, quand il est petit, on adore. Ouais. quand il est enfant. Pod, quand même, il est ouf quoi. Oui, c'est vrai. Non mais je pensais juste à la bataille finale, j'avais trouvé ça nul. La bataille finale.
Enfin, la Non, bataille où il est non, dans non, l'espace et non, il elle touche les n'exi- boutons et elle il tue tout le n'existe monde. pas. Elle n'existe pas, cette bataille. Oh là là, qu'est-ce que j'avais été déçu à l'époque, je me rappelle, putain. Bah, Maintenant, par contre, ouais, c'est vrai que j'ai oublié la course de potes qui est géniale, mais non, cette bataille spatiale finale, on aurait pu s'en passer en fait. si, moi j'ai rationalisé depuis tout, je me suis dit, ouais, c'est la force en fait qui a fait qu'il appuie sur les bons boutons et qu'il cause tout ça par hasard, machin. Ouais. Mais c'est vrai que la bataille, quand t'attendais ça avec impatience depuis Out of the Day, c'était vraiment décevant, quoi. Mais bon, c'est tant pis, ça fait 20 ans, c'est pas grave. Non, ouais, c'est ouais, vraiment, je pense à Wedge, Poe. Moi, j'aurais bien aimé en savoir plus sur la fille qu'on voit que au début de l'année Jedi, qui s'appelait, je sais même plus son nom en fait, Talia. C'était pilote de Harwing qu'on voyait au tout début, et puis bah, je croyais qu'elle allait devenir une des héroïnes, et puis elle meurt en direct. Ouais, T'avais dans Snap. l'explosion du hangar. Ouais, voilà, c'est ça, où je te fais non, comment vous osez? Ouais. Il y avait Snap aussi qu'on voyait dans le top 7 et qui meurt dans le 9. Et c'est pareil, à la limite, tu les vois. Wedge, au moins, tu voyais ce qu'il faisait, quoi. Tu vois on savait les rôles qu'il avait eu dans chaque bataille auquel il avait participé, et puis à chaque fois, c'était relativement important, voire quand même important. Donc, ouais, je dirais que Wedge est quand même le pilote le plus. Et Starbuck. Ouais. Et on peut peut-être parler de la fanatisation des gens auprès des pilotes de Star Wars, c'est-à-dire que genre dans les conventions et tout, s'il y a un mec qui a joué dans le Star Wars, un pilote qu'on voit 3 secondes, c'est un héros national. Ah bah forcément, ouais. N'importe qui qui a touché Star Wars de toute façon est un héros national. Mais c'est pareil pour Star Trek. Hein. Quelqu'un qui a joué dans un épisode machin, c'est dans les conventions et il va signer toute sa vie. Ça m'a toujours fasciné ça. Il va se faire un peu de thunes. Mais ça c'est le côté autographe et tout. Pour moi je suis pas non plus. C'est pas du tout mon truc. J'ai rien du tout qui est un autographe dedans. À la limite j'aimerais bien peut-être un autographe de ceux qui font les art of parce que leur travail moi me fascine. Mais ouais, bah écoute, tant mieux pour les acteurs qui ont fait une demi-journée de figuration dans un Star Wars et qui toute leur vie peuvent se faire un petit peu d'argent de poil dans les conventions. Et puis dans le CV, tu mets pilote de Y-Wing ou de X-Wing, c'est quand même la classe quoi. Ouais, c'est clair. Bon, en même temps, ça me fait rigoler parce que Wedge, enfin, celui qui jouait Wedge, bah, pendant longtemps, il voulait pas en entendre parler, quoi. Pour lui, c'était fini, Star Wars, ça le saoulait qu'on lui en parle tout le temps. D'ailleurs, c'était Denis Lawson, c'était l'oncle de Ewan McGregor, en vrai. Donc c'est marrant de voir ce lien. Ouais. Et lui, il voulait pas en entendre parler, c'est pour ça que c'était très étonnant de le voir dans le 9. Moi, franchement, je crois, il y avait des rumeurs, et là, pour une fois, remarque, toutes les rumeurs sur Star Wars 9, j'y ai pas cru, je trouve, parce que je crois que c'est vraiment bizarre comme scénario, et puis c'était vrai. Et là, c'était pareil. Il disait, il allait revenir et tout. Moi, j'y croyais pas parce que l'acteur, souvent, il a dit non, c'est fini Star Wars et tout. Puis finalement, il a quand même revenu apparaître dans un plan. Mais lui, il voulait pas entendre parler, alors que effectivement, plein d'autres étaient dans les conventions. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gars qui sont allés chercher enfin, ils sont allés chercher. Ils ont récupéré des scènes coupées de l'épisode 4 pour en faire des plans de Rogue One pour les montrer, tu sais, 2 jours avant l'étoile noire, ils sont sur la bataille de Scarif. Et ça c'était cool. Ça. C'est les mêmes gars, je trouve ça super mignon d'avoir fait ça. La Blue Team, je sais plus comment, enfin, je sais plus c'est quel team dans Rogue One. Alors, c'est décimé, ouais, c'est les Squadrons Bleus. Mais il y a aussi les mecs de l'escadron rouge qui sont là. T'as Red 5 qui se fait détruire pour laisser passer pour que Luke le devienne dans la bataille de l'Étoile Noire. Mais t'as aussi plusieurs, t'as Red Leader, etc. Et bah, ils ont pris des images d'archives, enfin des scènes coupées, des plans coupés. Ils les ont réintégrés dans Rogue One. Je trouve que c'est trop mignon d'avoir fait ça parce que c'est les mêmes acteurs mais qui jouent et puis avec des plans de l'époque quoi. Donc c'était sympa d'avoir fait ça. Ok. Donc du coup pas d'autres exemples de commandants de commandant pour moi il y a Picard. Capitaine Picard de Star Trek The Next Generation qui est pour moi le capitaine idéal, c'est-à-dire un droit doué pour la diplomatie, ça me paraît important quand même quand tu es dans Star Trek. Parce que Kirk il est gentil mais des fois il était insupportable. C'est peut-être encore plus le nouveau d'ailleurs. L'ancien aussi, les deux Kirk. Attention, tu vas avoir des fans qui vont te. Non, mais j'aime beaucoup Kirk, mais pour moi c'est pas le capitaine idéal. C'est vrai que tout le monde, enfin il y a beaucoup de gens qui aiment bien Next Generation. Moi aussi, en France, il y avait déjà eu Star Trek qui a été un peu diffusé, mais The Generation c'était sur Canal Jimmy, ça permettait de le suivre quand t'avais le câble, ce qui était le cas chez moi. C'est comme ça vraiment que j'ai accroché avec Star Trek.
Mais Picard était, Janeway aussi dans Voyager, mais j'étais moins fan de Voyager. Pareil, Enterprise, j'étais moins fan, donc je peux moins en parler. Dans Discovery, ils ont changé 1000 fois de capitaine, donc c'est compliqué. Par contre, si, Saru dans Star Trek Discovery, je trouve que c'est un super capitaine. Quoique c'est peut-être spoiler si les gens n'ont pas vu le dernier épisode. Peut-être que je mettrai un petit. Ah, j'enlèverai. ça fait seulement 3 épisodes qu'il est capitaine. Par contre, j'aimais beaucoup dans la saison 2, c'était le capitaine Pike qui était le capitaine original dans le pilote de Star Trek, dans le premier pilote de Star Trek, la première série originale des années 60. Et l'interprète de capitaine Pike dans la saison 2 de Star Trek Discovery fait un super capitaine à tel point que les fans ils ont réclamé sa propre série et il va l'avoir là, ils vont faire une série c'était ça. Qui s'appelle Strange New World, qui sera une série sur ce capitaine dans l'Enterprise originale quoi. D'accord, genre quelques temps avant la série classique Kirk, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, tous les coups ça finira sur l'arrivée de Kirk, etc. Mais ce sera des épisodes comme beaucoup de fans réclament un Star Trek à l'ancienne avec à la fois une histoire qui se déroule sur un seul épisode et non pas sur toute une saison, et puis aussi un côté moins boum boum, plus diplomatie, quoi. Enfin un peu comme avant, une histoire pouf, plus comme Star Trek globale, quoi. Ouais, c'est surtout ils vont quand même avoir un fil rouge, mais beaucoup moins, sera beaucoup plus autonome chaque épisode, donc c'est une série qui fait plaisir à ces fans là. Et un peu comme Mandalorian, ils veulent faire, enfin comment ils font avec. Oui, Mandalorian, effectivement, c'est aussi un côté aussi épisodique avec un fil rouge. Et les fans de Star Trek, ils réclament beaucoup ça, quoi. Donc il va y avoir ça. Et c'est vrai que l'interprète de Pike dans la saison 2, moi j'avais vraiment adoré. Donc je dirais que celui-là en particulier, c'est un super capitaine. Après t'as Adama dans Galactica qui est un super capitaine. Flash Gordon, bon ça fait trop longtemps pour qu'on le cite peut-être. Aux années 80, il était pas top non plus. Puis dans le film, je meurs de rire à chaque fois que je vois le film. Ça c'est. Il a un côté 1980, voilà. Ah ouais, waouh. Voilà. Non mais il est génial quoi. Le mec, ancien joueur de foot. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, il y a un documentaire sur sa vie qui est sorti en 2017. Ouais, Live After Flash, je crois. J'ai pas vu encore. Et c'est assez marrant quoi, parce qu'il raconte un peu toute sa vie, comment ça l'a influencé et tout, et parce que tu sais il est un peu revenu sur le devant de la scène avec le film Ted. Ouais. Et du coup ils ont fait un documentaire sur lui quoi, donc ça c'est marrant quoi. Et tu vois que Flash Gordon aux États-Unis c'est méga culte. Flash Gordon c'est inspiré George Lucas, donc il n'y aurait pas Star Wars sans Flash Gordon. Donc mais même je parle du film en lui-même. Le film en lui-même des années 80. Ouais, il a un côté culte, mais pour plein de gens qui ont maintenant 30-40 ans quoi. De toute façon, c'est marrant de voir une différence culturelle, je trouve. Mon compte a permis de découvrir ça. Même pas seulement avec les États-Unis, mais avec d'autres pays d'ailleurs. De voir par exemple que Ulysse 31, moi je ne m'en doutais pas du tout qu'il y a des gens du monde entier adoraient ce dessin animé, par exemple. Ça c'est marrant. Énorme surprise comme pour moi. Et puis tu vois qu'il y a plein de films de 70 et 80 qui sont adorés. Le Trou Noir par exemple, 1979. De Disney ? Ouais, de Disney. Qui est un film qui est vraiment problématique à plein de niveaux. En tout cas, il a pas une chose qui fonctionne pas dans ce film, mais il est culte comme ce Flash Gordon. Dès que je poste des choses dessus, il y a toujours des centaines de gens qui réagissent. Il y a The Last Starfighter, que je suis sûr que 90% des gens que je connais en France ne le connaissent même pas, ce film. Moi j'avoue que j'ai dû m'y intéresser pour le regarder. Voilà. C'est pas un truc qui est diffusé sur M6. Exactement. C'est des culte, énorme. Et ça, à chaque fois, les gens ils sont fous. Tu sais, tu mets le gif où ils font. Ils tirent partout là, comme ça en toupie là, les gens deviennent fous quoi, en fait, c'est ça. C'est incroyable. Non, t'as des films, c'est marrant de voir la différence. C'est comme un truc qui me fait rigoler. À chaque fois que je poste sur 2 dessins animés, qui sont, il y a Planète au Trésor de Disney 2002, et Titan AE 2000. Mais j'adore Titan AE, moi, tu sais. Et mais c'est normal parce qu'il est génial. Mais ce qui me fait rigoler, c'est qu'à chaque fois que je poste sur ces 2 films, il y a toujours quelqu'un qui dit. Non seulement il y a toujours des centaines de gens qui disent qu'ils adorent, il y a toujours quelqu'un qui dit mais ce film il est underrated, tu sais, il est pas assez estimé. Mais c'est incroyable, c'est les 2 films où il y a toujours quelqu'un qui dit ça. On dit pas ça pour les autres, ces 2-là, il y a toujours quelqu'un qui dit mais ce film il est
Et en fait, bah, j'ai déjà fait l'étude en disant, mais regardez-vous les gens, vous dites tous la même chose, c'est que ça veut dire que ce film il est apprécié en fait, et vous croyez tous qu'il n'est pas apprécié. Je pense que si tu vas sur IDMB, enfin c'est genre sur les trucs de notation, je pense qu'il est pas si mal noté que ça. Non, bah c'est normal, il est bien, alors... J'adorais le début de Titan AE, et puis un côté fin de l'humanité qui était assez cool dans le film. J'avoue que la période au trésor, j'ai pas vu par contre. Ouais, il est pas mal, je l'ai vu il y a pas longtemps, il est pas mal. Bon, c'est à Disney, c'est pas forcément le meilleur qu'ils ont fait, mais au moins, non, il est bien. Bah, c'était pas la période un peu où ils se cherchaient. Bah, un petit peu, c'est vrai que c'était avant qu'ils se mettent vraiment à la 3D. Et après l'âge d'or des années 90. Mais il est pas, moi j'aime bien. Enfin, t'as l'excuse de tu peux respirer dans l'espace, voilà, c'est comme ça, dans cet univers-là, c'est pas grave. Donc à partir de là, c'est vraiment une histoire de. C'est la planète, c'est l'île au trésor, version espace, et ça tient franchement. Moi j'ai passé un bon moment avec mes enfants à regarder, c'est vraiment top. Et puis c'est marrant d'avoir des bateaux des bateaux à voile dans l'espace, quoi, c'est marrant. On a pas mal parlé du coup de vaisseau spatial, mais est-ce que tu parles de soucoupe volante toi des fois sur ton compte? Est-ce que ça t'intéresse et c'est quoi cet impact des soucoupes volantes dans l'imaginaire justement des vaisseaux spatiaux? C'est comme... en fait, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de division soucoupe volante, c'est un vaisseau spatial. S'il y en a dans des films, je les montre et je dis, à la limite, je dis même pas que c'est une soucoupe volante, ça m'est arrivé, je pense, mais je dis juste que c'est un vaisseau spatial. C'est juste que ça correspond en particulier à une époque donnée. Même si j'avais fait des recherches, j'avais vu dans le Moyen-Âge et tout, des gens avaient décrit les soucoupes volantes. Surtout à partir de 1947, et je sais plus si c'était Roswell ou si c'était un autre événement d'OVNI de genre là, mais c'était devenu, il y avait ces histoires d'OVNI quoi, et c'est devenu hyper culture populaire, et puis un peu complot machin, et ça a été très vite repris dans des films qui étaient à l'époque sur la peur du communisme. Et donc c'est devenu hyper populaire d'un coup, les soucoupes volantes, à partir du début des années 50, jusque, je sais pas, pendant une vingtaine d'années, quoi. Après, il y a eu 2001, Star Wars, etc., qui ont un peu cassé le truc. Et c'est vrai que ça reste quand même un truc mythique, parce que bon, Independence Day, finalement, c'est une énorme soucoupe volante qui arrive au-dessus de New York, qui détruit tout, quoi. C'est un hommage de fou de Roland Emmerich à cette période-là, quoi. C'est vrai que la forme est, voilà, un truc rond, machin, qui détruit tout, ça rappelle direct quelque chose, quoi. Ouais, c'est vraiment une période finalement, quelque part. Il y en a encore maintenant régulièrement dans la fiction, mais c'est pas une figure, on va dire, obligatoire. Mais tu vois que à l'époque des années... si tu regardes on va plus vers le réalisme en fait maintenant. Enfin, c'est un peu trop vintage, la soucoupe volante. C'est surtout que tu vois que ça évoque quelque chose. C'était une époque où il y avait l'époque des ovnis, c'était décrit comme ça, les ovnis, comme une soucoupe volante, et puis t'avais donc ça a été repris dans Le jour où la Terre s'arrêta, c'est une soucoupe volante qui atterrit. Et la planète interdite finalement c'est l'inverse, c'est les humains qui allons sur Altaïr, mais ça arrête une soucoupe volante. Donc il y avait ce côté qui vraiment à une époque, c'était la mode finalement, des soucoupes volantes, qui correspond à une époque ancrée, et direct, quand je te dis, Star Trek, et après t'avais encore dans Lost in Space, en dans l'espace, dans les années 60, t'avais encore une soucoupe volante, enfin ça avait à peu près une forme de soucoupe volante, je disais tout à l'heure, que ce soit le Faucon Millennium ou Star Trek, ils ont tous c'était direct, et faisons quelque chose de différent, et même s'ils reviennent un petit peu à une forme similaire, il y a quand même cette idée d'essayer justement dans les années 70 de s'éloigner un petit peu de ce truc qui était une hégémonie limite, on va dire, pas totalement hégémonie, mais il y avait quand même une grande majorité des vaisseaux spatiaux qui étaient une soucoupe volante à cette époque. Mais ça, c'est vraiment, moi j'avais remonté l'histoire, c'est vraiment à partir du moment où on commence l'histoire des ovnis que les Américains voient dans le ciel, ça a vachement influencé l'apparition des soucoupes volantes dans la fiction spatiale, quoi. Même si... Mais c'est vrai que si maintenant tu vois genre je sais pas, il y a un nouveau Mass Effect qui sort et tu vois une soucoupe volante, les gens ils feraient c'est quoi ce délire, quoi. Oui, sauf si tu essaies de relier ça à la Men in Black, tu sais, avec une histoire de soucoupe volante qui serait arrivée avant ou sur Terre. Ouais, c'est vrai, c'était pas mal ça. Mais sinon, non, oui, clairement, tu peux essayer de jouer avec les designs, je dis pourquoi pas, mais... c'est un peu limité aussi. C'est un peu limité. Tu peux pas faire. Si tu joues un peu à Destiny 2. Non, je joue pas, mais par contre, je partage pas mal de trucs dessus.
Non, je Et connais. du coup, là, Je connais. les nouveaux ennemis, en fait, c'est pas des soucoupes volantes, mais c'est des sortes de pyramides. Et ça s'inspire vachement de ça. C'est assez intéressant. Ah ouais, j'aime bien les pyramides de Destiny, elles sont sympas. Hein. Elles sont un peu Ouais. flippantes, un peu flippantes. Ouais, Plus que c'est celles très de flippante. plus que celles de Stargate par exemple, je trouve. Ouais, on dirait presque des tu sais, pyramides de Giger, quoi. Tu sais, tu sens Mm. c'est le mal. Ouais, c'est des méchants. Oui, c'est vrai qu'il y a les pyramides dans Stargate. Ah ouais, les vaisseaux dans le film à l'origine c'était des pyramides. Oui, c'est ça. Et C'est après, pour ça, d'ailleurs. les vaisseaux mères des Goa'uld. Bah oui, et c'est pour ça qu'on a des pyramides sur Terre en fait. Tout s'explique. Tout est lié, mais Roland Emmerich, il aime bien l'histoire de pyramides. Il a fait pareil avec 10 000 Before Christ, où il explique que c'est une sorte de. C'est pareil, la personne qui construit la pyramide, c'est une sorte d'alien aussi. Enfin, il y a un délire comme ça. Il aime bien cette théorie-là. Ah, c'est vrai, je l'ai pas vu celui-là. Maintenant j'ai envie de le voir. Je vais regarder direct. Bah, c'est pas un alien, mais il a une tête chelou et tu te dis ouais, il est pas forcément, il est Humain. pas forcément très humain celui-là, donc tu regarderas. Je regarde ça. Il y a aussi ce délire-là. Mais Emmerich il a. Il y a aussi des raptors poulets, je te préviens. Enfin, ça m'intéresse encore plus. Ouais, Mais des Emmerich, raptors poulets. Emmerich, voilà, il a ses idées. Il revient toujours au même truc finalement. De toute façon, bah c'est souvent ça quand t'aimes quelque Bah, chose. d'ailleurs, Mais son prochain film, c'est Moonfall. Moonfall. Ouais, Moonfall. Ouais, bah tu reviens toujours un petit peu. Monsieur Catastrophe plus espace, ça me semble raccord. Hein. Et d'ailleurs, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, mais c'est vrai que toi, tu partages pas mal de trucs de jeux vidéo. Je pense que t'aimes bien ça. Bah ouais, forcément. Et du coup, puis il y a plein de bons trucs. Ouais, et comment du coup les concepteurs ils utilisent justement ce moyen-là, enfin le vaisseau spatial dans les jeux en fait, comment ils font comme dans les films, ils designent, mais j'imagine qu'il faut que ça soit quand même adapté au gameplay. Ça dépend vachement du game design en fait. C'est le même principe que pour le cinéma, mais ils doivent répondre aussi au game design. Donc par exemple, c'est pas du tout le même truc pour un Star Citizen ou un Mass Effect, puisque Mass Effect, ton véhicule finalement c'est ta maison. Donc il peut être super joli comme le Tempest ou le Normandie, et puis après dedans tu essaies de rentrer les trucs que tu veux, enfin... Alors que dans Star Citizen, les vaisseaux, il faut qu'ils soient... Ils ont déjà chacun un rôle, t'as même des vaisseaux qui servent des vaisseaux hôpitaux là, ou ambulanciers, ils doivent, selon leurs armes, selon leurs trucs, donc c'est beaucoup plus pensé. Moi j'ai des centaines, des milliers de concept art pour Star Citizen. Destiny, à l'inverse. Qui sortira un jour. Ouais, il y a déjà ceux qui, il y en a qui jouent hein, à des versions alpha, quoi, mais l'alpha de l'alpha de l'alpha. Ça a l'air très sympa, hein, les trucs de l'alpha, mais après, moi, je sais pas, donc il est pas sorti, ça c'est évident. Enfin, chacun sa responsabilité. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des concept art. Après, je comprends pas, enfin, c'est un délire. Après, je connais plein de gens qui travaillent dessus, qui sont vachement talentueux, on parle d'artistes, hein, bien sûr, qui sont sans doute bien embêtés par ce qui se passe de Star Citizen. Je comprends pas que des gens puissent encore investir dedans dans l'état actuel, mais bon, ils savent savoir quand même ce qui se passe à peu près, quoi. Que c'est risqué qu'ils risquent pas de déjouer la version finale avant très longtemps, mais bon. Chaque fois que j'en parle de Star Citizen, c'est pareil, il y a des débats monstrueux entre les pour et les contre. Oui. C'est dur d'avoir un avis nuancé sur le jeu sans que les gens ils se prennent la gueule. Mais ouais, Destiny par exemple, Destiny, bah tu pilotes pas vraiment de vaisseau, donc ils peuvent être monstrueux, en forme de pyramide, on s'en fout, ils peuvent attraper d'autres planètes avec des espèces de formes de toiles d'araignée géantes et tout. Ouais. Mais ça reste quand même jeux vidéo, ils font un peu ce qu'ils veulent, donc d'abord ils font la forme qui plaît, et puis ensuite c'est pas forcément, ça a pas forcément comment dire pour but d'être réaliste dans le jeu vidéo. Non. Encore moins. Ouais, non, il faut vraiment que ça colle au jeu, quoi. Et sauf si le jeu s'avère réaliste, mais il y a très peu de jeux qui cherchent. Si t'as Kerbal, mais Kerbal, tu crées toi-même finalement. Kerbal, il est hyper réaliste, mais tu crées toi-même finalement ton truc, donc ça te force à toi-même trouver les solutions. Du meilleur design qui fonctionne. Après, j'ai fait quoi là récemment? J'ai fait le jeu en VR là, en réalité virtuelle. Adrift, qui est de 2016. C'est une station spatiale. Bon, c'est pas du tout réaliste. Hein. La station elle explose, toi tu dois trouver le moyen de retourner sur Terre, comme dans Gravity quoi finalement. Ouais. La station elle est énorme, un peu aussi grande, plus grosse encore que celle de Moonraker.
Et même le fonctionnement du jeu, l'utilisation de la gravité, elle correspond aux besoins du jeu, mais ça s'arrête là. Il faut pas le faire non plus trop réaliste, ça serait chiant, je pense. Il y a pas vraiment, il y a les simulations genre Apollo machin ou ISS, mais ça reste très limité. Bah, après Star Citizen, ça reste, enfin, ça se veut réaliste dans ça le se veut comportement réaliste. du vaisseau. Ouais. Dans le comportement du vaisseau. Ouais. Oui, voilà, en même temps, oui. En même temps, j'y ai pas joué, donc je peux pas dire exactement. De toute façon, ouais, c'est pas non plus un truc qui. Moi, en tout cas, les artistes avec qui je discute, voilà, on leur dit le vaisseau, il doit ressembler à peu près à ça. Il y aura ça comme arme dedans. Enfin, si c'est un jeu de guerre, en général, les genres de jeux, c'est des jeux où tu tires dessus. Il va servir de telle fonction. Donc, attaque, défense, support, ambulancier, comme tu disais dans Star Citizen. Il y a vraiment un vaisseau sympa que j'aime beaucoup son design parce qu'il est hôpital. Gros ou pas. C'est ça aussi qui est intéressant dans Star Citizen, tu peux en avoir de toutes les tailles. Dans les Dangerous aussi, il y a quand même des formes assez différentes. Et après, les gars, bah, ils peaufinent, jusqu'au moment où ils tombent sur un vaisseau qui va plaire à ceux au studio, quoi, au directeur du jeu, qui sera validé. Donc, ouais, ça reste quand même globalement le même système que le cinéma, mais en plus, le game design compte, quoi. Mais ça veut pas dire forcément que c'est hyper cohérent, hein, même entre l'extérieur et l'intérieur. C'est comme le Faucon, l'intérieur et l'extérieur collent pas. Et le Normandie, il me semble qu'un gars avait fait un truc qui montrait que ça collait pas non plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est de la magie du cinéma ou des jeux vidéo, quoi. Et toi, j'imagine que t'as joué là au dernier Star Wars, non? Squadron? Ouais. Ouais, j'ai joué, j'ai fait la campagne solo. Et alors? Ah bah moi j'étais en manque d'un jeu de genre là depuis l'époque de X-Wing Alliance en 1999. Même si c'est pas du tout enfin c'est pas autant un simulateur de vol qu'à l'époque, mais j'ai passé un très bon moment, sauf que moi je joue pas vraiment, je suis pas très online, donc j'ai fait le solo, j'ai joué un petit peu en mode online contre des gens, et puis ça s'arrête là, mais je regrette pas du tout d'avoir joué à un jeu, quoi. J'ai passé un très bon moment. Et puis surtout ça regorge, pareil, c'est un peu comme The Mandalorian, quoi. T'as plein de clins d'œil à d'autres choses, de vaisseaux qui viennent d'autres choses, de personnages qui viennent de tel roman. T'as Wedge Antilles, je crois. T'as Wedge Antilles qui passe dedans, t'as Hera Syndulla de Rebelle, t'as comment elle s'appelle, t'as la Rey, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref, t'as l'amiral. Rey Skywalker. Non, mais une amiral de l'Empire qui est dans les romans, qui apparaît. Ah oui. Rey Sloane. Ah, Rey Sloane, merci. Voilà, t'as plein de détails. T'as le Starhawk, un vaisseau gigantesque qu'on voit depuis longtemps. L'histoire est plutôt sympatoche. Non, j'ai passé un bon moment. C'est juste que la campagne solo, j'y ai passé quoi, 7 ou 8 heures, et puis après, moi j'ai fait le tour, quoi. Par contre, je pense que si t'adores jouer à online, c'est un jeu parfait, quoi. Ouais. Moi j'avais joué à Battlefront 2. C'est différent. Mais apparemment, ils ont amélioré vachement le système. Ah ouais, Battlefront, c'est plus arcade. Là, ça reste un peu arcade, mais beaucoup plus. Déjà, t'es obligé de rester dans le cockpit. C'est plus stratégie. Il faut vraiment, à mon avis, la meilleure façon de jouer à un jeu, une fois que t'as fait le solo, c'est de faire ça avec 3 potes. Chacun a son rôle, attaque, défense, support, etc. Et de communiquer à donf. Et là, à mon avis, tu passes un super moment. Mais sinon, si t'arrives tout seul, tu joues avec des inconnus et tout, c'est compliqué, quoi. Mais le jeu lui-même, nickel. Franchement, les gars, ils ont vraiment fait un beau taf, les développeurs du jeu. C'est pour un petit projet, tu sais, il est vendu 2 tiers le prix d'un gros jeu, 40€. La campagne solo, c'est un gros tuto, mais ouais. Non, elle est sympa, quoi. Franchement, non, bon petit jeu. C'est juste que moi, j'espère un jour qu'ils sortiront la même chose qu'X-Wing Alliance avec une longue campagne solo et puis un petit à côté. C'est pour ça que j'ai pas pris, moi. C'est pour la campagne un peu trop courte. Mais ça vaut le coup. Ouais. Quand il sera à 20€, là, par exemple, franchement. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Ou dans l'Xbox ou dans le Game Pass, ou je sais pas. Le EA PES, le EA machin, là. Ouais. Pourquoi pas. Bah, moi, j'ai utilisé ça. Hein. Moi, j'ai pris le EA Play. Ah, il est dessus? Ouais, mais la version supérieure. D'accord, ah oui, d'accord. J'ai pris la version à 15€, mais juste un mois.
donc j'y ai joué Ouais. pendant un mois, quoi. Mais l'avantage, c'est que j'ai fini largement solo. J'y ai joué online. Le jour où Ouais. je pense que quand il sera en solde, pareil, je l'achèterai vraiment. Ouais, Mais là, pour 15 €, j'en ai largement eu pour mon argent, hein. ça marche. Euh, Juste avant de finir, est-ce que tu peux nous parler en fait de la suite de tes projets? Je crois que tu souhaites créer un site internet, c'est ça? Ouais, effectivement. Parce que c'est très très frustrant de faire des tweets. Non, c'est parce que déjà c'est limité en. Même si tu fais des trades, c'est limité. C'est-à-dire que les gens ils voient pas forcément que tu fais un trade, ils arrivent en plein milieu, ils comprennent pas. C'est pas un moyen d'expression super basique. Et puis. Et puis c'est hyper éphémère, quoi. Moi, je poste un truc, genre je vais dire, hey, ils viennent d'annoncer un autre, au hasard, hein, comme c'est le truc le plus courant. Ils ont annoncé un nouveau truc Star Wars. Je l'annonce à 11 h et à 15 h, il y a plein de gens qui m'envoient des messages, hey, t'as vu, ils vont annoncer le. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure déjà. En fait, ça m'arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très sympa Ouais. de leur part, mais en fait, moi, au bout d'un moment, je vois plus, quoi. Ouais, t'as trop Donc, de mentions limite. bah ouais, voilà. De toute façon, j'ai naturellement beaucoup de mentions, de mentions. J'ai du mal à suivre. Et donc ça, le côté éphémère de Twitter est un peu frustrant. Moi, j'arrête pas de relier mes anciens tweets et articles et machin. Ouais, en plus ça doit être Donc, chiant à retrouver et tout. bah non, en fait, très rapidement, j'ai pris l'habitude de tout classer, les liens, pour tout retrouver très facilement. Mais ça reste pas pratique. Donc en fait, je vais faire un complément de Twitter. Je fais actuellement un site où il y aura tout le côté pas du tout la même chose en fait. L'idée c'est pas de faire la même chose, c'est plutôt faire vraiment complémentaire. Donc finalement faire ce que je fais dans mon travail habituel, euh, donc des articles, des recherches, etc. Euh, avec d'un côté une synthèse de toutes les informations sur les nouveautés, c'est-à-dire que les séries, par exemple, l'autre jour j'ai fait un tweet juste pour dire oh là là, c'est une super époque, on a des nouvelles séries Star Trek, Star Wars, Galactica, machin, on a une époque formidable pour la fiction spatiale, et les gars, j'ai eu des centaines de réponses de gens qui me disent ah bon, il y a une nouvelle série machin, machin, machin. À chaque fois, je remets un lien. Donc, en Ouais. gros, je vais faire une synthèse de tout ce qu'il y a en projet. Et il y a vraiment énormément de choses. Et de l'autre côté, des articles comme je fais d'habitude en presse, mais sur des sujets hyper spécialisés de la fiction spatiale. Ouais, anglais du coup sur, je sais pas, Bah, parler des soucoupes volantes par exemple, tu pourrais faire un truc là-dessus. par Ou exemple, sur... l'histoire des soucoupes volantes, ou alors là, par exemple, là, les premiers que je fais là, c'est l'histoire du Nostromo de Alien. Ah, super. Mais pas moi ce qui m'intéresse c'est pas trop le lore, c'est pas trop l'univers, Oui, oui. l'histoire. Ça il y a déjà des sites qui le font super bien, il y a des Des comptes wikis, Twitter hein. et des YouTube et des wikis qui le font super bien. Même si je vais faire une petite partie de ça forcément. Mais Ouais. non, ce que je fais déjà, moi j'ai déjà fait des tweets là-dessus, c'est des cheap tweets comme je dis, où en fait je raconte l'histoire d'un design, donc de l'idée à comment ils ont fait le design, comment il a changé, comment ils ont fait une maquette s'il y a une maquette, comment ils ont fait le maximum d'infos sur la création d'un vaisseau et même son histoire à travers les médias. Je l'ai fait aussi pour le Faucon sur Twitter. Pour le Y-Wing, je l'ai fait pour le Y-Wing, un truc, j'ai fait plus de 200 tweets pour raconter l'histoire du Y-Wing. C'est un peu long. Ça sera beaucoup mieux sous une forme écrite. Ouais. Donc là, j'ai le Nostromo en cours, ça m'a demandé beaucoup de recherche. Le X-Wing, ça va être hyper long. Le Y-Wing, et puis d'autres sujets comme par exemple, là j'ai écrit un truc sur les adaptations qui n'ont pas vu le jour de Fondation. Les séries télé et films, il y a eu plein de tentatives. Pareil pour tous les séries et films Star Wars qui n'ont pas été faits mais qui ont commencé à bosser dessus. Star Trek, j'hésite à le faire, mais il y a déjà tellement sur Star Trek que je sais pas si c'est nécessaire. Il y avait un truc sur justement l'histoire du voyage spatial dans le cinéma, mais là en fait c'est le bouquin que j'ai écrit à l'origine, donc ça fait genre 600 000 ou 700 000 signes en tout, donc ça prend beaucoup de place. Donc en gros, je vais mettre régulièrement de nouveaux articles sur des trucs soit d'actualité, soit des trucs du passé, mais sur un sujet précis. Et l'idée, c'est d'être le plus précis possible et en essayant de, un peu comme ce que je fais sur mon compte, de rendre hommage au travail des cinéastes, des artistes, des maquettistes, de montrer comment on fait les choses et rendre hommage aux gens qui nous ont finalement permis de profiter de cette fiction spatiale, quoi.
Et ça serait pour quand du coup ce site internet? Au début, c'était prévu pour septembre, et puis j'ai fait d'autres choses et tout, donc j'ai pris un peu de retard. Là, je sais pas, bientôt. Moi, j'ai hâte de l'ouvrir et tout. C'est juste que je rassemble des trucs parce qu'en même temps, oui, il y a aussi, je Oui, fais faut que tu l'alimentes quoi. Si tu le lances et qu'il n'y a rien dessus, bah c'est un ouais, peu. c'est ça en fait. En fait, c'est ce que j'étais parti en disant au début, je m'étais dit, je vais mettre un truc. Et puis après, je me dis, ouais, Ouais. mais ça va faire vide. Alors, je vais Ouais. rajouter 2 articles, 3 articles. Et puis après, il faut aussi des articles pour genre un mois suivant, mais ça demande du temps. Donc, Ouais. l'idée, c'est de commencer avec 3 4 articles, puis plus 2 3 préparés pour le mois suivant pour avoir déjà un truc à alimenter, tu vois, au fur et à mesure. Il y a toujours avoir un mois d'avance environ. Plus en plus, je fais ce que tu pourrais appeler un wiki, mais je vais faire une base de données de vaisseaux où Ouais. moi, là, depuis que je fais ça, comme depuis plus longtemps, je répertorie tous les vaisseaux. Donc là, Et ça manque ça parce que tu vois moi avant qu'on fasse ce contact, cet enregistrement en fait j'ai essayé de chercher sur internet tout simplement histoire de vaisseau spatial machin et tout et en fait à part ça te renvoie vers des livres en anglais ouais, mais il y a pas de site en fait comme le tien bah, que tu vas créer qui voilà qui montre des évolutions des articles anglais et tout et ça existe pas. c'est ce que je vais essayer de faire, hein. Mais il y a aussi une base de données de vaisseaux, tu vois, par Mm. exemple, tous les vaisseaux Star Wars, il y a des centaines. T'en as tu peux aller sur un site pour les trouver, tu peux aller sur un site pour les trouver, mais moi l'idée c'est de mettre tout au même endroit et puis de Ouais. montrer. Après, on peut faire par date, par exemple tous les vaisseaux sortis en 2017 et voir un peu comment c'est fait. Et puis comme ça, relier ensuite par des articles et tout. L'idée c'est de faire un vrai site qui soit fourni au fur et à mesure, quoi. C'est pour ça que j'ai ouvert un Patreon pour Ouais. dire aux gens qui veulent participer. 3 $, tu vois, un truc comme ça, juste pour avoir assez de temps pour faire ça et aussi pour acheter des sources parce que finalement, je travaille beaucoup avec des magazines que j'achète et des livres pour Le lien essayer sera en de. description de la vidéo. C'est en fait c'est ça, c'est pour avoir le temps de le faire parce que finalement ça prend énormément de temps. Rien que le Twitter, ça me prend beaucoup plus de temps que ça devrait. Gratuitement. Ouais, gratuitement. Mais non, en fait, beaucoup de gens participent au Patreon pour justement Ouais. par rapport à Twitter. Le reste c'est du bonus, le site. Mais j'espère justement que le fait de mettre des articles un peu plus fournis va convaincre quelques personnes de participer. Parce qu'en fait, il faudrait quelques dizaines de personnes et je pourrais limite faire que ça, quoi. Donc peut-être pas quelques dizaines, un peu plus, mais disons que pas, je pourrais faire plus de temps. Donc s'il y avait 0,5% de mes followers qui Mm. participaient à mon Patreon, je pourrais passer Ça les sera en plus pires. anglais en français d'ailleurs? Je sais pas en fait, parce que je me dis en anglais naturellement, mais en fait, comme j'écris d'abord la moitié de mes textes, je les écris en fait en français, peut-être que je vais faire des versions françaises, je sais pas. D'accord. Ça dépend du temps que ça va me prendre. Peut-être qu'au début, je ferai en français pour faire un peu de promo, je vais voir. Ou que les Mm. articles qui pourraient plaire aux français, parce que je sais qu'il y a plein de sujets qui s'en foutront. Mm. Euh, je sais pas, c'est à voir. Je vais tester. De toute façon, c'est des trucs, tout ça, c'est vraiment tester en 2021 en fait, ce qui va Ouais. marcher ou pas. Ça se trouve, ça va n'intéresser personne et je vais arrêter dans un an, j'en sais rien. Bah, tu disais ça pour ton compte Twitter aussi, non? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'espère rien, alors que là, j'espère justement qu'il y aura assez de gens qui vont aimer ce que je fais pour participer à un minimum, tu vois, pour passer plus de temps. Parce que c'est vrai que là, maintenant, je fais moins de. Je travaille moins en presse. Bon, la presse s'écroule, donc c'est pas non plus Mm. le meilleur moment pour rester en presse et continuer professionnellement là-dedans, mais garder plus de temps à écrire. Parce que sinon, je peux aussi simplement arrêter et faire ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire écrire mon bouquin sur la fiction spatiale. Elle est quasiment finie. Genre un Ouais, mois. du coup, ça serait quoi exactement ce livre? Bah, la première version, c'est l'histoire simplement de la fiction spatiale au cinéma. Donc tous les films depuis toujours jusqu'à maintenant. Donc des résumés des histoires et puis expliquer finalement ce qu'on a dit pendant cette émission, mais en plein de pages, quoi. Ouais, en un peu plus fourni Voilà, c'est ça, et détaillé. où les noms sont pas. Alors je crois que, comme je le dis parfois. C'est ça, exactement. Et ça, ouais, c'était vraiment ça au début. Et puis après, comme beaucoup de gens sont plus intéressés par les vaisseaux, c'était simplement faire des chip trids là avec raconter comment c'est le design des sons. Ça aussi, c'est pareil. J'ai bien. En fait, c'était l'idée au début de faire ça en livre et puis finalement de mettre ça sur un site, c'est Mm.
les 100 vaisseaux les plus connus, raconter comment ils ont été faits, quoi. Donc ça, c'est les trucs sur lesquels je travaille, en fait, en même temps, quelque part, c'est la même chose. Je pense que la forme que ça aura sur le site et la forme que ça aura le jour où je publie ça en vrai livre, je vais changer la façon dont c'est fait, mais ça sera la même base. Ouais. Et t'as déjà un éditeur? Enfin, Pas du tout. T'as des gens qui sont intéressés? Il y a plein de gens qui m'ont dit ah c'est super idée, mais j'ai pas cherché à avoir un éditeur pour l'instant. Là je voudrais vraiment lancer un site d'abord, voir si ça fonctionne, et puis après sinon je passerai plus de temps sur les bouquins, quoi. Ok. En gros, c'est pas, c'est juste. Non, mais plein de projets en tout cas. Ouais. C'est cool. Ça serait bien qu'il y ait, j'espère que 2021 va être intéressant et faire plus de trucs, quoi. Plus calme, qu'il n'y ait pas le Covid-20. Oh là là. Ce serait bien, ouais. Faire. Ah, ça serait bien. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour Pierre de m'avoir consacré ton temps et ton débit de transmission pour cet échange interstellaire. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Non, j'ai pas fait une blague pourrie. Est-ce que j'ai un dernier mot pour la fin? Bah ouais, regardez The Mandalorian, c'est vachement bien. La saison 2, elle est vachement bien. Non, je voulais juste dire que c'est vraiment une super époque, en fait, finalement, pour la fiction spatiale, et que ça peut peut-être dire aussi beaucoup sur l'état du monde, qui a besoin de s'évader ailleurs, et c'est un peu triste aussi. Ou alors, c'est justement parce que la recherche spatiale avance vite en ce moment, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment magique parce que il y a un nombre de projets, de films, de remakes, de films originaux, de séries absolument incroyables. Si on prend les séries, les films et les jeux vidéo, bientôt je vais devoir embaucher quelqu'un pour rien que faire ça sur mon compte, quoi. C'est hallucinant, tous les jours, hein. C'est hallucinant. Là, c'est pour les fans de... Alors comment on dit les vaisseaux fils, les space fils, les spaceship fils? C'est ça, Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, les fans de... Les fans de vaisseaux spatiaux. Ouais, les fans de fiction spatiale, de science-fiction simplement, je sais pas. Encore de beaux jours. Les pêche shippers, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant ce long échange et ce long voyage à travers les étoiles. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Contact sur la chaîne, notamment sur Alien avec Loki Jackal et le Cyberpunk avec NovaCorp. Voilà, donc à très vite pour de nouvelles aventures. Fin de transmission. Et merci à toi, Pierre. Merci. C'était cool.